Et si ça ne vous embête pas, on va faire passer une feuille. Ce n'est pas un contrôle des présences, mais peut-être que voilà, certains d'entre vous n'ont pas encore laissé leurs coordonnées et souhaitent les laisser, mais c'est vraiment à votre entière liberté. Comme ça permet de vous contacter, voilà, d'avertir pour la suite des choses. Et ça nous permet aussi, parce que donc nous sommes une association loi 1901, et nous fonctionnons pour l'instant avec une dotation culturelle de proximité. La mairie du 18e arrondissement nous a alloué 3 500 € cette année de frais pour couvrir la production, etc. Bon, et voilà, par exemple, on a fait un week-end, voilà, il a fallu payer les graphistes. Il y a eu un opéra ce dimanche, avec voilà, une comédienne, une sonorisation, etc. Donc, mais il faut qu'on rende des comptes, c'est normal, hein, sur la manière dont on dépense l'argent public. Et donc, le fait qu'il y ait des gens présents, c'est aussi une manière de dire, voilà, un cours a eu lieu, et puis voilà, il y avait 15 personnes, 20 personnes, etc. Donc, voilà, si ça ne vous embête pas, mais vraiment, si jamais ça vous embête, vous ne vous sentez pas tenu de laisser vos coordonnées, mettez simplement une petite croix. Pour dire que j'étais là. Alors, j'ai intitulé les séances de manière globale, la révolution aujourd'hui. Et effectivement, il s'agit non pas de reprendre simplement l'histoire de la révolution, je dirais d'une manière pittoresque, parce que c'est un événement passé qui me plaît, mais d'essayer de voir qu'est-ce que cet événement a encore à nous dire aujourd'hui. Et donc les différentes séquences, je les ai pensées dans ces termes-là, en considérant qu'à chaque fois il y avait des enjeux de résonance avec l'aujourd'hui. Et donc la séquence de 2 heures, même si elle commence un peu en retard, on verra ensemble si on fait 2 heures vraiment, si elles sont finies à 10 ou pas, on verra. Mais elle comporte une première séquence d'1 heure de cours et une deuxième séquence justement pour discuter de ces résonances. Mais d'ores et déjà, l'idée que j'avais aujourd'hui en préparant ce cours sur cette résonance, c'était de réfléchir à la question qui est assez ressassée de l'impuissance politique ou la puissance politique. Et donc d'essayer de saisir dans les débuts de la Révolution française, puisque je vais vous parler essentiellement des débuts de la Révolution française et même un petit peu de la période pré-révolutionnaire, eh bien comment effectivement de la puissance politique advient. Et dans une certaine mesure, peut-être essayer de comprendre qu'à la fois il y a des choses qu'on ne peut pas complètement décider, et puis qu'il y a un certain nombre de conjonctions qui peuvent être utilisées avec des leviers pour accélérer certains processus. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai pensé cette séquence. Donc puissance-impuissance. Le plan que je vous ai distribué permet de voir un peu de quelle séquence il s'agit. Il s'agit bien de la séquence qui démarre avec la pré-révolution autour des années 1775. J'ai commencé avec la guerre des farines. Je vais vous en parler très rapidement. Et on va s'arrêter aujourd'hui aux journées d'octobre 1789. Donc on va rester sur 1775-1789. Alors pourquoi ? Parce que c'est quand même les débuts de la Révolution et qu'on a une densité d'événements extrêmement forts avec une accélération du temps. Et je pense que là, il y a quelque chose vraiment de proprement révolutionnaire dans cette idée que le temps s'accélère et essayer de repérer comment ce temps s'accélère. Alors, premier point, donc, la situation pré-révolutionnaire de la guerre des farines à la convocation des États généraux. Alors, cette situation pré-révolutionnaire, vous m'arrêtez si vous avez le sentiment que ça va trop vite, vous me prévenez si vous avez le sentiment que, bon, ça va, vous connaissez et qu'on peut avancer plus vite, dans les deux sens, hein, parce qu'on rôde un peu la machine et c'est difficile de toujours sentir où on est chacun, donc n'hésitez pas à interrompre. Je crois que c'est important d'interrompre au début pour pouvoir, même sur du vocabulaire, je peux me laisser emporter par ce que j'ai à vous dire, et puis il faut quand même parfois expliciter des choses qui sont évidentes peut-être pour moi, mais qui ne le sont pas, parce que ce n'est pas du vocabulaire ordinaire. Alors cette situation pré-révolutionnaire, elle est assez connue, elle est connue comme une situation difficile sur le plan financier. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides pour plusieurs raisons. Parce qu'on a trop dépensé avec à la fois la guerre en Amérique, mais aussi les dépenses de la cour, la manière dont on distribue l'argent justement dans cette cour, et puis parce qu'il y a un certain nombre de difficultés économiques liées sans doute
faute aux mauvaises récoltes, donc au climat, des choses qui sont des choses non décidables, qu'on ne peut pas maîtriser. Et puis des difficultés économiques liées à de nouveaux accords économiques qui font qu'il y a plus de concurrence pour les productions françaises. Donc voilà une série de raisons qui font que les caisses sont vides. Face à ces caisses vides, la difficulté est de réussir à faire rentrer de l'argent alors que l'impôt ne repose que sur une seule catégorie de population, ce qu'on appelle le tiers-État. Alors qu'est-ce que c'est l'organisation par ordre? Je vais faire des rappels qui sont très classiques, mais on est dans une société d'ordre, et donc ça veut dire que chaque personne appartient à ce qu'on appelle un groupe social qui est en fait un ordre. L'ordre en question, c'est l'ordre de la noblesse, et c'est construit depuis au moins le Moyen-Âge, et l'ordre de la noblesse est l'ordre privilégié, parce qu'il est censé payer l'impôt du sang. C'est lui qui doit se battre pour protéger l'ensemble de la population. Donc comme il est censé payer l'impôt du sang, il est privilégié, il ne paye pas l'impôt d'un autre ordre. Donc il ne paye pas de rente, il ne paye pas quoi que ce soit. Et lui a la possibilité par contre de recevoir toutes sortes d'impôts, en l'occurrence tout ce qui est droits seigneuriaux, qui rentrent effectivement dans les caisses de la noblesse. De manière inégale, il y a une noblesse très pauvre au XVIIIe siècle, il y a aussi une noblesse extrêmement riche. Cette noblesse qui était censée être privilégiée parce qu'elle payait l'impôt du sang, quand elle est à la cour, elle a été domestiquée par le roi, et donc la légitimité de cet impôt du sang est devenue très fragile. Mais elle tient absolument à ses privilèges, c'est le premier ordre du royaume. Le deuxième ordre du royaume, qui n'est pas non plus très décidé à remplir les caisses de l'État, c'est le clergé. Le clergé, lui, ne paye pas d'impôts parce qu'il assure non pas la sécurité ici-bas, mais il assure le salut des âmes. Donc, assurant le salut des âmes, eh bien, il n'est pas supposé non plus fournir des impôts. Et il reçoit, lui, par contre, la dîme, c'est-à-dire un impôt important sur les productions agricoles. Donc, tout l'impôt repose sur le tiers-État. Or, le tiers-État, dans une configuration économique qui est mauvaise, n'a pas la possibilité de remplir les caisses du royaume d'une manière aisée, et on ne peut pas alourdir davantage les impôts qui reposent sur le tiers-État. Donc on a une situation donc, qui est complexe à cause de ça. Or, il se trouve qu'à la veille de la Révolution, le roi est assez fragile, et on assiste en fait à ce qu'on pourrait appeler une sorte de valse des ministres, qui sont en fait dépendants beaucoup plus que de la décision du roi, des coteries qui sont autour du roi. Donc les coteries, c'est tout ce qui se passe à la cour et la manière dont on peut faire influence sur l'un sur l'autre. Donc valse des ministres, je rappelle très rapidement, un premier ministre de l'économie qui est Turgot, et qui, lui, est un économiste et qui introduit, pour résoudre dans une certaine mesure la situation déficiente, qui décide qu'il y a nécessité, comme en Angleterre, d'introduire le libéralisme économique. Et il est convaincu qu'en introduisant le libéralisme économique, on aura de meilleures productions, qu'on aura des entreprises qui seront plus capables de produire de la richesse, et qu'en conséquence, en produisant plus de richesse, eh bien, on pourra enfin remplir les caisses de l'État. Il se trouve qu'il met en place, justement par le fameux édit Turgot de 1775, ce libéralisme économique, mais que les esprits ne sont pas nécessairement tous favorables à ce libéralisme, et en particulier craignent en fait une circulation libre des marchandises qui ne vont pas en fait circuler si librement. C'est-à-dire qu'on craint que les prix soient soit inférieurs à ce qu'ils étaient, soit trop supérieurs, et les marchandises, au lieu de circuler librement, et donc d'être dans cette logique du libéralisme économique, en fait, sont plutôt dans une situation paradoxale où elles circulent moins bien. Ce qui fait qu'il y a plein d'endroits où il y a une disette qui se déclare, ou des prix qui ne permettent pas d'accéder réellement au grain, et donc des situations où les populations de village, les populations de ce qu'on appelle les grandes plaines du Nord, les plaines de grande culture du Nord et de la région parisienne, vont se révolter et fabriquer des taxations, comme on dit, sauvages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont décider
d'une manière raisonnée quel est le juste prix des denrées et ne pas vouloir payer davantage que ce juste prix. Et donc ils vont dire, voilà, compte tenu du fait que j'ai tel revenu, parce que je gagne tant en tant que journalier, ou je gagne tant en tant qu'artisan, ou je gagne... Voilà, je ne peux payer le pain que ce prix-là. Donc le juste prix du pain, c'est le prix qui permet de maintenir l'existence de chacun. Et donc ces taxations et toutes les émeutes autour de la circulation des grains qu'on appelle la guerre des farines. Et donc on est là dans une question de subsistance assez forte. Et autour de cette guerre des farines, eh bien, finalement, on arrive à une critique libérale du libéralisme qui se met en place avec toute une série de penseurs et aussi à la possibilité pour ce mouvement populaire qui a taxé, eh bien, d'avoir un premier apprentissage des rapports de force, des rapports politiques et de la part de la monarchie. Eh bien, après un moment très intransigeant où on a accepté même de tirer sur les taxateurs, eh bien, on en arrive à un moment où on considère qu'il faut négocier. Et que c'est en négociant avec les émeutiers qu'on va pouvoir ramener le calme. Mais entre-temps, Turgot a été renvoyé. Le suivant, c'est Necker, qui est très connu, qui lui n'est pas un économiste, mais un banquier, et qui donc va organiser un système d'emprunt. Il est dans une logique de l'emprunt avec un taux de remboursement, et donc il s'appuie sur la possibilité, puisqu'il y a des gens qui sont très riches, eh bien, de leur proposer de s'enrichir davantage par l'emprunt d'État. C'est quelque chose qui en fait creuse le déficit. Mais quand il s'adresse à l'ensemble de la population, comme il a fait rentrer de l'argent par l'emprunt, il accroît la dette, mais il donne le sentiment qu'enfin on peut subvenir aux besoins quotidiens du royaume. Et donc il a une position de popularité relative, et c'est pas parce qu'il est, lui, peu populaire qu'il va tenir peu de temps, je dirais, mais parce qu'il y a des coteries contre Necker, en particulier la coterie de Maurepas, enfin peu importe de retenir ces noms-là d'ailleurs, et donc ces coteries vont réussir à faire en sorte qu'il ne soit plus là. À la place, le dernier, je saute, il y a d'autres ministres, le ministre Brienne, enfin toute une série. Le dernier important, c'est Calonne. Ce Calonne, lui, il fait partie de ceux qu'on appelle aujourd'hui des administrateurs. Donc il n'est ni économiste ni banquier, il est administrateur. C'est-à-dire que c'est un financier de la couronne, quelqu'un qui est habitué à manipuler les finances de l'État auprès du roi, qui fait partie de ceux qui conseillent le roi, qui organise la manière dont on fait les dépenses et dont on peut obtenir des entrées. Il est assez proche de la logique d'augmenter les richesses en termes d'entreprise et de mise en valeur des richesses du pays pour pouvoir augmenter les revenus. Mais il est aussi convaincu que l'une des solutions serait d'égaliser, malgré tout, les impôts, et de considérer qu'il est inacceptable qu'il y ait de tels écarts et de tels privilèges à un moment en particulier où le royaume a besoin d'argent. Et donc, il a l'illusion de croire qu'il va pouvoir convaincre les notables, et il crée une assemblée de notables. Et cette assemblée de notables a la particularité, puisqu'il croit qu'il y a une possibilité de créer de nouveaux impôts qui reposeraient et sur le premier ordre et sur le second ordre, eh bien, il crée une assemblée de notables qui est constituée à la fois, et chose extraordinaire en fait, parce que c'est des ordres qui sont très séparés dans les logiques d'Ancien Régime. Donc pour la première fois, eh bien, on met dans une même assemblée de notables des gens du tiers état, la bourgeoisie éclairée, et puis des membres du clergé, des membres de la noblesse. Cette assemblée de notables, eh bien, refuse absolument d'entendre le discours de Calonne, qui a un discours en fait qui fabrique déjà l'idée d'Ancien Régime. Il décrit tout ce qui ne va pas dans l'Ancien Régime, sur la question des privilèges, mais également sur la manière dont les places sont distribuées à des gens qui n'ont pas de compétences et qu'il faudrait que ce soit distribué en fonction des talents. Enfin, tout ce qu'on va retrouver comme idéaux révolutionnaires sont plus ou moins dans le discours de Calonne. Donc il ne réussit pas du tout à convaincre, et il crée au contraire une réaction
aristocratique et cléricale en particulier, contre l'idée de pouvoir s'autoriser à imaginer même qu'on puisse imposer le premier ordre et le second ordre du royaume. Donc échec également de Calonne. Alors, dans cette situation, eh bien, il y a malgré tout une espèce de jeu qui se met en place avec le roi, parce que les caisses, du coup, restent vides. Et donc, le jeu qui se met en place est lié au fait que, eh bien, n'ayant rien obtenu par cette série de ministres et de propositions politiques, le roi rejoue la carte de l'absolutisme, et dans ce qu'on appelle un lit de justice, c'est-à-dire la présence du roi au Parlement, qui est censé enregistrer les décisions royales, ce qu'on appelle des édits, et bien dans un moment donc, où il se présente lui-même au Parlement, il impose un emprunt assez important de 420 millions à ce moment-là de louis, et il a contre lui l'ensemble des personnes qui, instruites de tout ce qui s'est dit dans la période des Lumières, affirment que c'est illégal. Et il est obligé de répondre, c'est légal parce que je le veux. Et donc de renouer avec l'absolutisme le plus complet, dans une période où c'est en train de se dénouer. C'est-à-dire que Calonne avait quand même absolument fabriqué une assemblée de notables qui ne correspondait pas aux logiques de l'absolutisme. Il a contre lui, à ce moment-là, l'ensemble des parlements. Les parlements, je vais expliquer ce que c'est. En fait, on a un système qui est double, depuis le Moyen-Âge aussi, où les gens qui rendent la justice sont à la fois des membres du Conseil du roi et des gens qui vont rendre la justice à proprement parler. Donc le Parlement, c'est à la fois des gens du Conseil, ceux qui maîtrisent la chose juridique, et ceux qui rendent la justice dans des parlements qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire au nom du roi. Bon, c'est quelque chose qui se met en place de manière difficile parce que les seigneurs avaient droit de haute et basse justice et le roi a grignoté ce droit de justice justement en mettant en place des structures qui émanaient de son conseil. Donc au XVIIIe siècle, on a une série comme ça de parlements qui sont supposés simplement rendre la justice et qui ont la particularité d'être peuplés de gens qui ont acheté une charge et qu'on appelle les nobles de robe. Ce ne sont pas les mêmes que les nobles d'épée. Donc ils appartiennent au premier ordre du royaume, mais en tant que membres du premier ordre du royaume, ils sont considérés comme un peu moins nobles que les nobles d'épée. Et on considère qu'acheter une charge, on appelle ça alors acheter une savonnette à vilain. Un vilain, c'est un paysan. Hein. Et acheter une charge, c'est avoir connu une ascension sociale, être passé de la situation de petit paysan, puis de gros paysan, puis ensuite de personnes qui réussissent à faire des études à un de ses fils. Le fils, éventuellement, devient commerçant, bon commerçant, réussit à s'enrichir, organise une filiation qui va être de plus en plus lettrée, en tout cas du côté des savoirs nécessaires pour s'enrichir, et quand la richesse est suffisamment élevée, eh bien, on va pouvoir acheter une charge et devenir un noble de robe. Or, il se trouve que ce type d'ascension sociale au XVIIIe siècle est complètement bloqué, parce qu'on affirme que pour pouvoir devenir noble, c'est de plus en plus cher, et que ceux qui peuvent vraiment prétendre à la noblesse, finalement, c'est ceux qui appartiennent à des vieilles charges de noblesse de robe, ou qui sont vraiment de noblesse d'épée. Et donc, il y a quelque chose qui s'est bloqué de ce point de vue-là. Toujours est-il que, quand même, cette noblesse de robe rappelle qu'elle a été au Conseil du roi, et qu'elle est censée incarner ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle rappelle qu'avant l'absolutisme, c'est-à-dire avant une phrase comme « c'est légal parce que je le veux », il y avait des règles, et que le roi était supposé respecter ces règles. Et donc ce sont les parlements qui vont rappeler qu'en France, tout de même, eh bien, il y a des règles, et on ne peut pas s'y soustraire complètement. Et donc, l'une de ces règles, c'est effectivement que pour pouvoir prélever des nouveaux impôts, il faut réunir les États généraux. Et que ce sont les États généraux qui ont seuls le droit de décider de nouveaux impôts. Et donc les parlements, donc ces gens de justice dans différents lieux,
vont être les premiers à réclamer contre le roi, qui souhaite de nouveaux impôts, contre l'emprunt absolu, eh bien, vont réclamer effectivement cette réunion des États généraux. La conviction qu'ont les nobles, et puis d'autre part le clergé, qui lui a été réuni également par les ministres, parce qu'on lui demandait, chose extraordinaire, qu'on peut demander au clergé, c'est un don gratuit. Un don gratuit, ça veut dire qu'il ne suppose pas de contrepartie, c'est-à-dire que ça serait vraiment quelque chose de complètement généreux, et qui est lié au fait qu'on est dans un ordre qui incarne le sacré. Donc, d'une manière sacrée, il pourrait donner généreusement au royaume. Or, il refuse absolument ce don gratuit, et il s'allie avec les parlementaires pour affirmer que le droit de propriété est un droit sacré, et qu'on n'a pas la possibilité de prélever sur cette propriété, donc de préparer des impôts, si effectivement on ne réunit pas les États généraux. Donc eux aussi réclament donc, qu'on réunisse les États généraux pour sauvegarder le principe fondamental et sacré du droit de propriété, donc des immenses propriétés que possède le clergé et qui seront bientôt proposées en termes de biens nationaux pour remplir à nouveau les caisses du royaume un peu plus tard. Donc, immense propriété, refus de donner de l'impôt autour de ces propriétés, réclamation des États généraux. Les gens les plus fervents à réclamer les États généraux, donc ces parlementaires et le clergé, sont convaincus qu'une fois que les États généraux seront réunis, eh bien, il y aura une alliance habituelle entre le premier ordre du royaume et le second, et que cette alliance permettra de refuser tout nouvel impôt. Voilà. Et donc, ils sont dans une logique où il n'y a pas nécessité de trouver une négociation pour remplir les caisses du royaume. Mais autour de ce qui est réclamé, et en particulier de réunir les États généraux, ce qui se joue, c'est qu'il y a des libertés fondamentales, celles qui existent avant l'absolutisme. Et autour de cette notion de liberté fondamentale, en fait, il y a la possibilité également pour le tiers-État de réclamer, autour de ces libertés, bien, son propre programme. Et donc, dans son propre programme, le tiers-État eh bien, considère qu'il y a là une occasion avec la réunion des États généraux et commence à réclamer que le tiers-État aux États généraux ait 2 fois plus de représentants que les autres ordres. Et donc que les gens du tiers-État, en fait, représentent 50% des têtes aux États généraux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'ils vont réclamer, c'est le fait que le vote ne se fasse plus par ordre, c'est-à-dire que c'est une voix par ordre, une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé, une voix pour le tiers-État, mais se fasse par tête. Et donc, une pétition qui est extrêmement vive, qui va agiter beaucoup de monde, et qui va être soutenue par l'un des parlements qui, lui, refuse de mettre en place un des édits royaux, peu importe, et qui, d'une manière assez extraordinaire, à Grenoble, fait alliance, en fait, autour de toute une série de questions d'impôts sur les denrées locales, des droits très compliqués, de l'aide, des impôts qu'on prélève de par le roi, et qui font alliance entre les municipalités, le Parlement, et toute une série de gens du tiers-État qui sont en fait de gros industriels de la région, les Berriers, et qui se réunissent qui vont se réunir dans le château de Vizille, hein, avec l'ensemble des municipalités de la région, et qui vont effectivement soutenir l'idée d'un vote par tête et de doublement du tiers. Auparavant, face au refus du Parlement de reconnaître les édits royaux, on avait envoyé la troupe à Grenoble. Et la troupe a été très mal reçue, puisque c'est la fameuse journée des Tuiles, où l'ensemble des acteurs qui, d'une manière assez paradoxale, font alliance à Grenoble. C'est-à-dire paradoxale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement immédiatement les mêmes intérêts, mais le Parlement de Grenoble, eh bien, d'une manière assez étonnante, compte tenu des intérêts locaux, eh bien, préfère être contre le roi et avec le tiers-État local que être finalement dans une position d'arbitrage entre le tiers-État et le roi.
Et donc on reçoit l'armée royale avec des tuiles, des pierres qui sont jetées des toits. Et autour de cette journée des tuiles se met en place également dans cette région-là une conscience politique assez forte, et autour également de la réunion qui se passe à Vichy. Donc on a dans différentes villes parlementaires, eh bien, autour des parlements, la possibilité de mettre en place finalement une agitation assez forte contre le roi. D'une manière assez paradoxale, parce que le roi cherche à remplir les caisses d'une manière peut-être légitime, et les alliances entre les aristocrates et le peuple, en fait, les aristocrates ont tendance à vouloir manipuler le peuple, manipuler le tiers-état, que ce soit pour les petites émeutes autour des parlements ou que ce soit pour des grandes réunions. Mais de son côté, le tiers-état, lui aussi, joue sa partie et considère qu'il peut faire une alliance avec certains des aristocrates pour pouvoir obtenir ces états généraux et pouvoir faire avancer cette idée du doublement du tiers et du vote par tête. Bon. Donc ce que je voulais dire, c'est que les acteurs, dans cette période, eh bien, choisissent des positions d'alliance qui ne sont pas habituelles. Et dans une certaine mesure, les parlements se présentent comme défendant la voix de la nation, alors que, en fait, en affirmant qu'ils défendent la voix de la nation, ou la voix du peuple, en fait, ils défendent d'abord leurs intérêts dans la conviction que c'est de cette manière-là qu'ils n'auront pas à payer davantage, voilà, et qu'ils pourront maintenir les privilèges de la noblesse. Mais en même temps, en fabriquant cette idée de la voix de la nation, il y a une sorte d'unité qui se met en place, puisque dans toutes les régions, il y a des gros parlements, Dijon, Rennes, Pau, Toulouse, Grenoble, eh bien, on va avoir toute une série de réunions importantes de notables locaux qui vont s'organiser, qui vont se connaître, qui vont débattre, et qui vont débattre de la nécessité d'avoir une vraie constitution, de sortir de l'arbitraire royal, et d'avoir la possibilité de devenir, au sens strict, libre, c'est-à-dire, à ce moment-là, avoir la possibilité de ne plus être soumis à l'arbitraire monarchique. C'est ça qu'on entend par être libre à ce moment-là. Et donc, les États généraux devaient à la fois permettre, pour en particulier tous ceux qui étaient du côté de ceux qu'on appelait déjà le parti des patriotes, les États généraux devaient à la fois permettre de remplir les caisses du royaume, bien sûr, de trouver des impôts du côté des privilégiés, mais devaient surtout permettre de changer les règles du jeu politique, de changer de régime. Et donc, on en est là, en 1788, et finalement, le 27 décembre, après toute une série donc, de combats politiques qui sont assez forts dans tous les parlements dont je vous ai parlé, eh bien, le Conseil du roi accepte le doublement du tiers, et on convoque les États généraux pour le 1er mai 1789. Donc on est là dans une situation qui est complètement, non pas complètement nouvelle, mais qui est quand même très, les derniers États généraux avaient lieu en 1614. Voilà. Donc il n'y a pas eu d'États généraux depuis très longtemps, donc on est dans une situation déjà relativement inouïe de réunir les États généraux. Autour de ces États généraux, ce qu'on va mettre en place, c'est en fait un vaste débat public. Un vaste débat public qui prend la forme des fameux cahiers de doléances. Voilà. Ce débat public, il n'est pas complètement neuf, il est finalement la traduction d'une manière très très large un certain nombre d'idées qui ont été débattues dans d'autres cercles plus étroits, des sociétés de pensée, les académies, les salons, les journaux. Et donc, au moment où on va réellement réunir les États généraux, un certain nombre de lettrés fabriquent des sortes de modèles de cahiers. Et donc, dans les lieux où on va avoir des échanges culturels entre les différents milieux, des places de marché, les villes qui sont les villes avec un commandement politique, où il y a des enjeux de justice, par exemple, les villes parlementaires, eh bien, vont être des endroits où on va diffuser ces modèles de cahiers, qui ensuite n'auront qu'à être adaptés par chacune des communautés, y compris les communautés de village, qui vont s'emparer de ces modèles et qui vont corriger, et qui vont adapter, qui vont avoir simplement à adapter les cahiers à leur situation. Et donc, s'ils sont d'accord avec un article, ils votent l'article, disent oui, on est d'accord avec cet article du cahier de doléances,
dans des assemblées qui existaient déjà, qui étaient les assemblées communales. Voilà, dans les villages, il y a des assemblées communales. Dans les quartiers, il y avait aussi des assemblées déjà qui existaient, mais là, on les réactive. Elles n'avaient pas été activées depuis longtemps. Et c'est ce qu'on appelle des assemblées primaires. Et c'est dans ces assemblées primaires eh bien, qu'on discute de ces cahiers de doléances et où, finalement, beaucoup de gens sont plutôt très heureux d'avoir des modèles, parce que sinon, on aurait été un peu désemparés à devoir formuler ce qu'on désirait, et donc vont pouvoir corriger ces modèles. Voilà. Mais éventuellement aussi rajouter des choses dans les modèles. C'est-à-dire que le modèle, c'est une forme souple. C'est la possibilité de ne pas avoir à tout faire et d'avoir la possibilité de le corriger. Donc ces modèles ont joué un rôle extrêmement important dans la diffusion d'un certain nombre de demandes. Et on est là, avec les cahiers de doléances, dans quelque chose qui va prendre une importance très grande, parce que les gens vont croire vraiment dans la série de doléances qu'ils vont faire, de demandes en fait qu'ils font, que les États généraux vont réussir à accomplir finalement le travail qui est demandé. Alors quel est le travail qui est demandé et comment c'est formulé dans les cahiers de doléances? Doléance, d'abord, c'est synonyme d'abord de plainte. Un cahier de doléances, il s'agit de se plaindre. Et donc, dans le régime monarchique, il y a toujours eu une place pour la plainte. On a la possibilité de faire entendre ce qui ne va pas, de faire entendre des douleurs. Mais c'était sur un régime qui était, quand il n'y a pas de réunion ni d'États provinciaux, ni d'États généraux, qui était de l'ordre de la requête. C'est-à-dire, on adresse une requête au roi, et le roi vous répond d'une manière arbitraire, répond à votre requête. Voilà. Quand on est dans le régime de la doléance et de la plainte, on est dans une situation qui varie un petit peu, en tout cas qu'on se met à faire varier à ce moment-là, puisqu'on va avoir deux manières de concevoir les choses. Et la première, j'ai pris juste un extrait d'un cahier d'un village normand qui s'appelle Saint-Fragoire, où il est dit « Les pauvres sentent leurs maux, sans pouvoir en développer la cause, ni les moyens heureux d'y remédier, et font confiance aux personnes plus éclairées. » Ce qui me paraît important, c'est que dans ce cahier, peut-être lié au modèle, peut-être pas, les donc supposés pauvres n'ont pas la capacité à prendre une parole politique tout seuls. Et donc ce qu'on attend des États généraux, c'est d'être le lieu où on va finalement trouver les personnes qui vont être les bons porte-parole de ce qui ne va pas dans le royaume. Et donc on est là dans une logique où on pourrait dire qu'il y a une institutionnalisation des porte-paroles par les États généraux et les cahiers de doléances. On a eu pendant tout le XVIIIe siècle un vecteur comme ça, porte-parole, qui était la figure de l'avocat. Toujours autour des parlements, l'avocat défendait les figures de personnes outragées. Je donne juste un exemple qui permettait de parler du peuple outragé. Les rapports de domination étaient très très forts dans l'Ancien Régime. C'est pas que ça a cessé immédiatement après, mais disons que c'est une période très intense. Et un des exemples importants qui a lieu justement en Normandie, c'est l'histoire d'une petite bonne, qui est bonne chez un notaire, qui veut abuser de la bonne. Et la bonne ne se laisse pas faire. Et pour se venger, le notaire l'accuse de vol de mouchoirs. Or, accuser quelqu'un de vol de mouchoirs, une domestique de vol de mouchoirs, en fait, c'est la mettre en situation de pouvoir subir la peine de mort. Parce que le vol de mouchoirs, c'est le vol à l'intérieur de l'espace domestique, et donc c'est considéré comme une violation du domicile du maître. Et donc là, il y a là quelque chose d'extrêmement intense. Autour de cette accusation, un certain nombre d'avocats, qui ne sont pas des avocats payés par la personne qui a besoin qu'on la défende, mais qui sont des avocats payés par le Parlement, c'est-à-dire qu'ils sont les avocats du Parlement et ils défendent des causes, eh bien, ils vont écrire des petits placets, des petits textes, pour dénoncer une incrimination qui apparaît étrange. Et il y a une série de procès qui ont lieu, puisque dans un premier temps, la petite bonne gagne son procès, le notaire va en appel, et puis finalement il y a un troisième temps, et au fur et à mesure, au lieu de parler simplement de cette petite bonne, on parle du peuple outragé, de la vertu outragée, et on monte en généralité. C'est-à-dire qu'à partir d'un petit cas individuel, d'une petite cause, et là une petite cause, c'est-à-dire une petite personne,
eh bien, on finit par étendre la question à où en est la justice du royaume et comment, finalement, les gens, finalement, les plus vertueux, ceux qui appartiennent au petit peuple, on considère à ce moment-là les choses dans ces termes-là, eh bien, sont des gens qui sont à la merci de personnes qui sont ni vertueuses, ni sympathiques et qui peuvent outrepasser leur pouvoir. Et c'est cette manière d'outrepasser son pouvoir qui est présentée comme scandaleux et qui nécessite une transformation radicale des règles du jeu. Voilà. Donc cette position de l'avocat vertueux, celui qui fait tous ces petits placets, on connaît des grandes affaires, l'affaire Calas avec Voltaire, mais il y a comme ça toute une série d'affaires où la vie privée devient un enjeu public, et autour de cette vie privée qui devient un enjeu public, la possibilité de parler du peuple en général et non pas des peuples, comme disaient les rois, qui étaient les bons pères des peuples. Donc, au lieu que ce soit l'avocat vertueux, eh bien, ça sera le représentant aux États généraux. Mais on a d'autres cahiers qui parlent dans des termes différents. Ils disent la vie, c'est un autre endroit toujours en Normandie, au Mesnil-Saint-Germain, la vie des pauvres doit être plus sacrée qu'une partie de la propriété des riches. Et ici, on est dans une logique qui n'est pas une logique de chercher des porte-paroles ou de chercher un lieu pour exprimer des positions précises, mais pour affirmer des nouveaux principes. Et donc les cahiers de doléances vont présenter finalement plusieurs modalités d'usage des États généraux et de ces premiers textes liés aux États généraux, qui sont de chercher des porte-paroles, affirmer des principes et déclarer ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc avoir une sorte de programme. Ce programme est souvent récurrent. On retrouve toujours le fait que les impôts ne doivent pas reposer simplement sur le tiers-État. Le fait que les lois ne peuvent pas être prises uniquement par le roi, mais doivent être prises également par la nation. Et donc il va bien falloir trouver une manière de donner une voix à cette fameuse nation. Est-ce que ce sera les parlements, comme ça s'est passé à Grenoble, à Rennes, etc. Ou est-ce que ce sera autrement? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, on affirme que le roi et la nation pourront également proposer des lois. C'est quelque chose qui est récurrent. On affirme que le roi ne pourra établir des impôts qu'en convoquant le consentement de la nation. Et donc ce qui se met en place, c'est l'idée d'une nation qui se constituerait autour de toutes ces demandes, alors que jusque-là, comme le dit à un moment donné Mirabeau, on est dans une situation d'un agrégat de peuples inconstitués. Ça veut dire qu'on n'a pas d'unité nationale qui existe, et que c'est autour de ces revendications au moment des États généraux que ce peuple et cette nation adviennent dans le vocabulaire d'abord, parce que peuple passe au singulier, à la place des peuples, on passe à peuple au singulier, et puis cette fameuse notion de nation. Donc on a enfin toute une série de choses très précises qui correspondent aux situations locales, c'est-à-dire où on va intervenir sur les impôts précis qui ont lieu dans telle ou telle ville. Mais d'une manière générale, on réclame enfin une chose très importante, c'est que le royaume ait une constitution. Voilà. Et donc c'est ce qui revient de manière récurrente dans ces cahiers. Donc ces cahiers jouent un rôle extrêmement important parce que c'est pour certains des Français de l'époque la première occasion d'une sorte de politisation dans une assemblée qui peut avoir cette taille, puisque on envoie une personne par foyer pour discuter et on se met à discuter très précisément de ce qu'il y a dans ces cahiers. Donc c'est un processus de politisation très important. Donc en réclamant les États généraux, les nobles de robe et le clergé n'avaient pas une conscience très claire de ce processus de politisation. Et donc ils sont finalement responsables, sans l'avoir voulu, du processus révolutionnaire au moment où il s'enclenche vraiment, c'est-à-dire autour de ces cahiers de doléances, où il n'y a pas de remise en question de la loyauté qu'on a à l'égard du roi, mais la volonté de lui dire que les choses effectivement ne vont pas, que lui-même le sait puisqu'il cherche de l'argent, en particulier c'est les cahiers du tiers, et qu'on va réussir à transformer les choses d'une manière juste. Et donc la question qui se pose d'une manière cruciale, c'est est-ce que les États généraux, par cette nouvelle constitution, vont faire advenir un monde plus juste? D'où des questions de principe sur la vie des pauvres doit être
doit-elle être plus sacrée qu'une partie de la propriété des riches? Et donc ça pose la question à la fois des impôts, et ça pose aussi la question d'une autre richesse, parce qu'on a aussi conscience que les pauvres et les riches, ça ne passe pas uniquement par la question des ordres du royaume. Il y a des gens pauvres dans le clergé, ce qu'on appelle le bas clergé, très pauvre, et souvent va se mettre à faire alliance avec le petit peuple. Et puis il y a des gens dans le tiers-état qui sont très riches. Et donc se mettre à parler en termes de riches et de pauvres, et pas simplement en termes d'ordre, eh bien c'est déjà quelque chose de relativement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de poser des principes sur un autre mode que celui simplement du droit. Alors, réunion des États généraux, et une attente quand même très forte de la part du Parti des Patriotes et du tiers-État, d'une sorte de reconnaissance de ses talents et de ses compétences. Voilà. Il y a une conviction, c'est que enfin, on va pouvoir être reconnu. C'est une conviction en particulier pour les gens qui n'ont pas participé au mouvement parlementaire. C'est-à-dire que les gens qui ont participé à des assemblées de notables avec des parlementaires, avec des nobles d'épée, enfin, qui ont eu l'occasion de rencontrer l'aristocratie, n'ont pas d'illusion. C'est le cas, par exemple, des Bretons, qui sont réputés extrêmement cassants à l'Assemblée, et qui n'ont aucune confiance dans les deux premiers ordres du royaume, mais qui sont assez mal vus, et on le sait grâce au travail de Timothy Taquet, qui a fait un travail sur les lettres qui sont envoyées par les députés à leurs compagnes pendant les États généraux, et qui explique qu'au début, ils trouvent très désagréable la manière dont ces Bretons interviennent, qui sont très cassants avec tout le monde, et qu'ils réclament des choses qui sont certes justes, mais sur un mode et une intonation qui est désagréable. Mais les 10 membres du tiers-État, bien sûr, subissent le rituel habituel de la monarchie, ils sont habillés avec moins d'élégance, ils sont noirs, enfin bon, il y a toutes ces choses-là, mais surtout, ils subissent au quotidien la morgue aristocratique. Et ils sont blessés dans leur sentiment de dignité, souvent parce qu'ils considèrent qu'ils sont plus lettrés, qu'ils sont plus savants, qu'ils auront eu à faire plus d'efforts pour arriver là où ils sont, qu'ils sont la fameuse bourgeoisie à talent, et que, comme l'a dit Figaro, Beaumarchais à travers Figaro, la noblesse ne s'est donnée que le mal de naître. Et donc, ils sont extrêmement blessés. Et autour de cette blessure, qu'on pourrait appeler une sorte de blessure narcissique des députés du tiers, eh bien, se met en place, en fait, la capacité d'échanger et de donner finalement plus de poids au discours des Bretons. Ce sont les fameux qui vont créer le club breton, ils le créent à ce moment-là, qui donnera ensuite le club des Jacobins, parce qu'ils s'installeront aux Jacobins. Donc ces Bretons, ils jouent un rôle très important. Hein. Ils ont été très radicalisés à Rennes, et ils jouent un rôle très important dans l'Assemblée. Ils sont finalement plus reconnus, et puis il y a quelque chose qui se met en place dans l'Assemblée à partir du moment où la morgue aristocratique advient de manière forte et quotidienne. Eh bien, les gens du tiers en parlent entre eux, et ils découvrent qu'ils partagent les mêmes opinions. À la fois, simplement pour dire, mais quand même, ils se comportent d'une manière inacceptable, c'est pas possible, etc. Et ils découvrent finalement que, si je reprends les termes exacts, eh bien qu'il y a effectivement un esprit public qui est le même partout, du côté du tiers-État. Alors cette idée qu'ils partagent le même esprit public fait qu'ils trouvent une unité politique qu'ils n'avaient pas en arrivant. Et donc c'est pour ça que Timothy Taquet parle de comment les députés de 89 sont devenus révolutionnaires. Il insiste beaucoup sur le fait que c'est le vécu quotidien aux États généraux qui les rend révolutionnaires, qu'ils arrivent très modérés et qu'ils se radicalisent parce qu'ils ne supportent pas qu'on les traite avec autant de mépris, et que du fait qu'ils en discutent, eh bien, ils se mettent à fabriquer en fait une véritable communauté, et qu'ils s'autorisent beaucoup plus à prendre la parole en public et effectivement à pouvoir s'exprimer. Mais le point pour pouvoir en arriver à ce qui va devenir l'Assemblée nationale constituante, c'est qu'il va falloir quand même subvertir les États généraux. Et c'est bien une affaire de subversion, et là on est au cœur de ce que c'est que la question de la puissance politique, parce qu'ils ont obtenu, ces gens du tiers, le doublement du tiers, mais ils n'ont pas obtenu pour le moment le vote par tête. Et pour obtenir le vote par tête, ils vont réclamer de vérifier les pouvoirs en commun.
Autrement dit, au lieu de, après les premières séquences, que chaque ordre se réunisse séparément, il réclame à ce que les différents ordres se réunissent ensemble, comme ça avait eu lieu à Grenoble, comme ça avait eu lieu dans les assemblées de notables de Calonne. Et donc, autour de cette demande, eh bien, le tiers se présente comme commune, un peu sur le modèle britannique. De la même manière qu'ils ont réclamé le droit d'être doublé et ce droit de vote par des pétitions sur le modèle britannique, eh bien, ils pensent également en termes de communes sur le modèle britannique. Et autour de cette question, eh bien, se met en place un bras de fer très important. C'est un bras de fer sur est-ce qu'on va accepter que les pouvoirs soient vérifiés en commun. On a l'impression que vérifier les pouvoirs, c'est vérifier que les gens ont bien été élus correctement et qu'il n'y a pas eu de personnes envoyées qui ne sont pas les vrais députés. Mais autour d'une question qui apparaît purement procédurale, comme on dirait aujourd'hui, mais qui est procédurale, eh bien, se joue la possibilité de travailler en commun. Et donc de considérer qu'il ne s'agit pas d'états généraux sur le modèle de 1614, mais d'un nouveau type d'assemblée. Et autour de cette question, eh bien, le bras de fer démarre très tôt, et finalement, les communes réclament ou demandent aux autres corps, aux autres ordres, de venir les rejoindre. Comme les autres ne les rejoignent pas spontanément, elles décident de se proclamer elles-mêmes Assemblée nationale le 17 juin 1789. Vous voyez, ça met du temps, hein, entre le 5 mai et le 17 juin, c'est vraiment un travail de... Comment dire c'est un moment où on essaye de ralentir, en fait, le temps. Voilà. Donc, on ralentit le temps autour de cette affaire de vérifier les pouvoirs en commun. Et c'est dans ce temps-là que la morgue aristocratique est très intense. Donc elle est à la fois ralentir le temps, mais constituant du futur révolutionnaire député du tiers. Le 17 juin 89... Comment ? C'est le tiers qui se déclare. Voilà, qui fait un acte révolutionnaire au sens strict, mais qui passe par le pur langage. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de révolution par les mots, hein, et uniquement les mots. Et autour de cette proclamation, eh bien, en fait, on a simplement 12 curés qui les ont rejoints. Et pour éviter qu'il y ait une répression, parce que la grande inquiétude, c'est bien sûr qu'on puisse réprimer, eh bien, ils décident de faire une sorte de chantage. Et le chantage qu'ils décident, c'est qu'ils disent au roi, eh bien, puisque nous nous sommes maintenant déclarés Assemblée nationale, nous autorisons les impôts, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale soit dissoute, parce qu'elle aura accompli ses travaux. Voilà. Donc si l'Assemblée nationale était dissoute, non pas parce qu'elle avait accompli ses travaux, mais parce qu'elle était dissoute par la force, alors les impôts ne rentreraient plus. Et comme c'est le tiers qui paye encore les impôts, eh bien le roi est, dans une certaine mesure, obligé de céder. Et donc il ne dissout pas, dans un premier temps, cette Assemblée nationale. Évidemment, le haut clergé et la noblesse font des remontrances au roi. Ils disent, mais vous n'allez pas abandonner votre vieille noblesse en acceptant que ces gens se déclarent Assemblée nationale. Ils n'ont pas le droit de le faire et vous devez nous soutenir, nous, la noblesse, puisque vous êtes vous-même issus de la noblesse et que vous régnez en étant l'un parmi les autres, comme au Conseil du roi du Moyen-Âge, primus inter pares. Donc vous avez besoin de nous. Si vous voulez maintenir votre pouvoir, vous avez besoin de la noblesse. Donc vous n'allez pas laisser agir ainsi les membres du tiers-État. Entre-temps, une partie, malgré tout, du clergé est favorable et une partie de la noblesse qui rejoignent donc cette Assemblée nationale. Mais le 20 juin, les remontrances au roi ont porté leurs fruits et lorsqu'ils arrivent dans la salle des Mille Plaisirs, qui est la salle où ils se réunissent et qui est considérée désormais dans l'imaginaire des gens qui sont à Paris, à Versailles et autour des États généraux, comme la salle justement de l'Assemblée nationale, eh bien cette salle a été fermée par le roi. Voilà. Et comme cette salle a été fermée par le roi, le 20 juin, eh bien on va avoir une réaction des députés qui affirment que le roi n'a pas le droit d'empêcher les délibérations de la nation.
Et donc, immédiatement, ils utilisent le vocabulaire qui s'est mis en place dans la période pré-révolutionnaire, d'avant les États généraux, et ils affirment qu'ils sont l'Assemblée nationale, donc ils sont la voix de la nation, c'est plus les parlements qui sont la voix de la nation, c'est les États généraux, et que donc il y a là une offense faite très forte à la nation. Et qu'en conséquence, il faut trouver une salle pour réunir cette Assemblée nationale. Et c'est là où cette Assemblée nationale se porte au jeu de paume, et au fur et à mesure, même si c'est pas très loin, en fait, c'est en regarde sur un plan, au fur et à mesure qu'il marche vers le jeu de paume, eh bien, il s'indigne. Il y a une espèce d'indignation colérique qui se transforme en enthousiasme à l'idée de résister au roi et de résister à cet acte de force, même si c'est une force qui n'est pas celle des armes, et de se porter dans la salle du jeu de paume pour pouvoir continuer les travaux de l'Assemblée nationale, qui n'a pas à attendre l'autorisation du roi. Et c'est dans ce contexte que, de manière assez inopinée, est prise la décision de prêter serment et de dire que l'Assemblée nationale ne se séparera pas avant d'avoir une constitution pour la nation. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle affirme, par ce serment, qu'elle est non seulement Assemblée nationale, mais qu'elle est Assemblée nationale constituante. Et donc que c'est elle qui se chargera de transformer les règles du jeu politique et du royaume. Alors, c'est quelque chose qui est suffisamment inouï pour que l'une des personnes qui a prêté ce serment, 2 jours après, ou un jour après, c'est un jour après en fait, était assis à côté de quelqu'un qui faisait des larcins et a vu arriver des gardes qui cherchaient à récupérer ce sorte de pickpocket dans une situation externe à l'Assemblée, et il a cru qu'on venait le chercher lui. Et il a eu tellement peur qu'il, paraît-il, il en est devenu fou. Voilà. Et donc il y a quelque chose qui est vraiment une transgression énorme, à la fois de se déclarer commune, puis d'insister et de dire on est Assemblée nationale, puis d'insister, de dire nous ferons une constitution. Il y a encore une série de bras de fer, avec le roi qui réouvre la salle, les nobles qui réclament à nouveau auprès du roi qu'on n'abandonne pas ainsi la noblesse, et le fameux mot de Mirabeau, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes, c'est dans la salle des menus plaisirs, le 21, le 22, en fait, un tout petit peu après. Et puis ensuite, il va y avoir un certain temps qui va se dérouler où finalement l'Assemblée, le 9 juillet, se déclare Assemblée nationale constituante. Voilà. Donc ça, c'est le point vraiment important. Alors, quelle puissance, là? Dans une certaine mesure, c'est la puissance du collectif, c'est-à-dire que la morgue aristocratique, dont je vous ai parlé au début, par toute une série d'autres médiations, a fait prendre conscience au tiers-état qu'il existait comme collectif et lui a donné une certaine capacité de courage qu'il n'aurait pas eu en tant qu'individu. Et c'est parce qu'il prend conscience du collectif qu'il se présente lui-même comme désormais invincible et qu'il enchaîne une série d'actes qui sont effectivement des actes extrêmement courageux parce que le jeu de paume comme la salle des menus plaisirs aurait pu être évacuée par la force. Et donc en fait elle n'est pas évacuée par la force et le roi finalement cède et on a donc une révolution juridique du point de vue de la transformation des États généraux en Assemblée nationale constituante le 27 juin. C'est une affaire conclue et le 9 juillet c'est une affaire nommée. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour obtenir ce courage, en fait, les députés ont besoin d'un soutien. Parce que ce qui est raconté également, c'est que c'est tellement inouï ce qui leur arrive que parfois des choses auxquelles ils ont acquiescé dans la journée, quand ils sont réunis collectivement, ils changent d'avis le soir chez eux. Et ils doutent. Et ils se mettent à écrire à leurs femmes, à leurs fils, à leurs filles. Et ils disent, mais en écrivant, ce qu'on a fait est tellement inouï que peut-être non, il faut peut-être qu'on ne le fasse pas. Et donc il y a une espèce de bouger sur cette capacité de puissance politique.
Et cette puissance, ils la puisent également dans quelque chose qui est très important, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent des salles de travail, eh bien, ils sont acclamés par les spectateurs, par du petit peuple qui est là, qui est dans les jardins, parce que c'est des jardins ouverts, Versailles, et donc ils sont constamment acclamés. Et donc, d'un seul coup, ils prennent conscience qu'ils ne sont pas simplement des gens talentueux, lettrés, qui sont là pour s'entretenir à égalité, qu'ils n'obtiennent pas avec la noblesse, etc., mais qu'ils sont des porte-parole des gens qui les acclament. Et donc, ils se sentent à ce moment-là, à proprement parler, des mandataires de ce peuple qui les acclame et qui a une attente extrêmement importante à l'égard des députés. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que, malgré tout, le 9 juillet, Assemblée nationale constituante, le 11 juillet, Necker, qui est un des ministres qui a été rappelé et qui est apprécié des Français, même si, on l'a vu, c'est une manière très ambiguë qu'il est apprécié, les gens ne comprennent pas ce qu'il fait vraiment, est renvoyé. Et autour de ce renvoi de Necker, eh bien, on a vraiment diffusé dans Paris et à Versailles l'idée qu'on veut pas simplement renvoyer Necker, mais faire en sorte que l'Assemblée nationale soit dispersée par la force. Et donc il y a une espèce d'inquiétude très forte, et inquiétude qui est particulièrement motivée par le fait que le roi a fait appeler ses armées autour de Versailles, le royal allemand et d'autres gardes du roi qui n'y sont pas d'habitude. Et donc autour de ce renvoi de Necker se met en place des grosses manifestations populaires dans Paris, où on transporte le buste de Necker comme dans une procession, et où on transporte également le buste d'Orléans, qui était une des figures très importantes sur le plan imaginaire, parce que c'était lui qui s'était opposé à l'absolutisme royal au moment de l'emprunt, et qui avait dit mais c'est illégal, et à qui on a pu répondre c'est illégal parce que je le veux. Un peu d'eau, je veux bien. Tiens, Sophie. Sophie. Oui, tiens. Donc, ce n'est pas la grippe. Donc on promène. Les bustes de pierre. Mais on fait tirer sur ces manifestations. Et on a un affrontement avec des gens d'un côté qui n'ont que des pierres, et de l'autre côté des baïonnettes. Je vais quand même essayer de finir parce que c'est un point important. On craignait cet affrontement. Mirabeau, né le 8 juillet,
avant même que Necker soit renvoyé, avait dit au roi qu'il ne comprenait pas qu'il fasse cercler ses armées, alors qu'il y avait une disette dans Paris et que ça allait accentuer la disette, puisque il fallait nourrir ses soldats. Et il organise le 8 une sorte de garde bourgeoise qui est là pour protéger Paris. Donc on a dès le 8 l'organisation d'une garde bourgeoise. Mais le petit peuple parisien n'a pas confiance d'une manière immédiate dans cette garde bourgeoise et est convaincu qu'il doit compter sur ses propres forces pour pouvoir se défendre. Mais il y a une alliance de fait à ce moment-là, et dans cette alliance, eh bien, la décision est prise le 12 juillet et le 13 juillet d'organiser une sorte de levée d'hommes par quartier, où il y a des discussions pour savoir comment, qui, où il y a des conflits entre le petit peuple et la bourgeoisie, mais où le petit peuple réussit à quand même maintenir son point de vue, et parce qu'il va être vraiment à l'œuvre, et on enfonce les armureries, on s'arme dans Paris, et on va chercher aux Invalides des canons. Dans ce contexte, un des enjeux, c'est de réussir à convaincre ce qu'on appelle les gardes françaises, qui sont des soldats du roi également, mais dans Paris, d'être plutôt du côté révolutionnaire que du côté contre-révolutionnaire. Et effectivement, c'est parce que les gardes françaises vont fraterniser avec les révolutionnaires qu'on va obtenir les fameux canons aux Invalides. Donc il y a un enjeu de conviction, et l'ensemble de Paris est animé par l'idée qu'il faut faire vivre la nation. Et donc l'énoncé « Vive la nation » est, paraît-il, extrêmement prenant partout. Et on a toute une série d'alarmes qui sont données, y compris par quelqu'un comme Camille Desmoulins, qui parle d'une Saint-Barthélemy des patriotes. L'imaginaire de la Saint-Barthélemy, c'est effectivement quand la monarchie avait pris la décision de détruire les protestants. Et donc Saint-Barthélemy des patriotes, ça veut dire qu'on craint qu'on assassine purement et simplement l'ensemble des révolutionnaires. Donc il y a une peur qui est très intense. Ce qui est marquant dans cette configuration de juillet, où on a une intensité comme ça qui s'est marquée depuis la décision de réunir les États généraux, ce qui est marquant en juillet, c'est que la peur ne produit pas une défaite annoncée. La peur, en fait, est surmontée, et on a finalement une espèce d'ardeur à vouloir maintenir la révolution, à vouloir sauver la révolution. Et donc le contexte qui vise à sauver la révolution conduit à l'événement qu'on a très souvent qualifié de fondateur, qui est la prise de la Bastille. Cette prise de la Bastille, et je m'arrêterai là, je ferai la suite la prochaine fois, c'est pas grave, elle joue un rôle extrêmement important, non pas parce que on libère simplement 7 prisonniers. Donc, elle n'était pas une prison surpeuplée, loin de là, on n'est pas dans la configuration actuelle. Mais elle était une prison symbolique. Donc il y a l'enjeu symbolique, c'est l'imaginaire du despotisme qui est dans cette prison. Mais la deuxième chose, c'est extrêmement important la prise de la Bastille, parce que c'est la première fois que le peuple en armes, alors qu'il y avait un monopole de la violence du côté de la noblesse, la fameuse noblesse qui tient l'épée et qui paye l'impôt du sang, c'était la seule à avoir le droit de se servir vraiment des armes. Et donc prendre la Bastille, prendre des armes, c'est récupérer l'honneur qui était dévolu auparavant au seul homme, et donc c'est bénéficier de cet honneur d'avoir sauvé la révolution par la prise de la Bastille. Donc première chose, c'est être un peuple en armes, et donc de ce point de vue-là, un peuple qui s'affirme comme souverain. Et la deuxième chose, après cette prise de décision d'être un peuple en armes, c'est un peuple qui, immédiatement après, va produire des actes qu'on peut appeler de vengeance ou de justice. C'est-à-dire qu'il prend la décision de détruire le commandant de la Bastille, de lever. On va avoir les scènes terribles où on va mettre au bout de pique les têtes des personnes tuées, mais autour des scènes macabres, ce qui se répète, c'est la manifestation qui était pacifique du 11 juillet. On avait promené simplement des bustes de pierre et on avait reçu des balles. Et là, on ne promène pas des bustes de pierre, mais on promène au contraire les figures honnies. Et
l'impôt sur les denrées, et il avait la responsabilité de faire augmenter ou baisser le prix des denrées en fonction du prix de la taxe payée, qu'on appelle l'octroi à l'entrée dans la ville. Et il avait affirmé au moment des disettes importantes, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils goûtent de l'herbe. Et le dénommé Foulon, on lui a mis de l'herbe dans la bouche, et donc la tête qui a été promenée au Olympique, en fait, avait cette herbe dans la bouche, pour répondre au mépris qui avait entouré le peuple jusque-là. Donc il y a une espèce de renversement, et la possibilité d'affirmer la souveraineté à la fois par la prise d'armes, et à la fois par ce qui caractérise un souverain, c'est-à-dire de pouvoir rendre justice lui-même. Donc autour de cette prise de la Bastille, il y a comme ça toutes sortes de choses qui sont en jeu et qui fabriquent un autre transfert de souveraineté. La révolution juridique que je vous ai expliquée dans le détail fabrique un transfert de souveraineté juridique du roi à la nation, dans l'idée même de se constituer différemment. Mais c'est la prise de la Bastille qui permet que cette souveraineté ne soit pas simplement du côté de la représentation, mais qu'elle soit aussi du côté de ce qu'on pourrait appeler un souverain en acte, qui, par son action, sauve la révolution. Et on est dans la question du peuple qui se sauve lui-même, qui est la question du salut public pour la première fois dans la révolution. Donc un point très important de ce côté-là de la prise de la Bastille. Je vais m'arrêter là. Bon voilà, je me reçois la parole vous appartient désormais. Je me demandais pourquoi Necker a été renvoyé dans une situation là, à ce moment-là, oui. Toujours pour les coteries de cour, donc le roi est toujours sous influence, et donc cette noblesse qui prend conscience qu'en ayant voulu les états généraux, en fait, elle a coupé la branche sur laquelle elle était assise, affirme que la responsabilité en tient à Necker, qui à ce moment-là est une figure aimée du peuple. Donc c'est toujours des affaires de coterie. Et voilà. Oui. Moi j'avais une question sur les Slaves, l'histoire des Slaves. Est-ce que tout le monde était réuni, les nobles, les clergés, les tiers d'État, tout le monde était ensemble ou chacun était dans sa salle? Chacun était dans sa salle, mais la salle la plus grande, du fait du doublement du tiers, c'est celle des menus plaisirs. Et du coup, c'est le tiers état qui est dans la plus grande salle, et donc qui reste, après l'ouverture des états généraux, qui reste dans la salle qui a servi à l'ouverture des états généraux. Et c'est la salle où on réunit tout le monde quand le roi parle aux différents ordres. Ce qui fait que dans l'imaginaire de tout le monde, c'est la salle de la totalité. Donc la salle du tiers est aussi la salle de la totalité. Et ça va produire des effets dans les imaginaires sociaux très rapides du moment, très intenses, parce que cette salle, elle va avoir, plus que la salle du jeu de paume, elle va être sacralisée comme étant celle où la nation se réunit. Et donc même quand les autres ne sont pas là, même quand le premier ordre et le second ordre ne sont pas là, même quand il n'y a pas encore les 12 curés qui arrivent, puis finalement l'ordre du clergé qui finit par accepter en partie, etc. En fait, on a déjà le sentiment que c'est la totalité. Donc ça, c'est un point effectivement très important. Oui. Je voudrais savoir comment ont été désignés les membres des États généraux, puis combien étaient-ils? Alors le nombre exact, je vais vous dire des bêtises. Mais enfin, ils sont quand même très nombreux. Une idée. C'est autour. Moi, je dirais ça. Moi, je dirais autour de 1500, mais je vérifie d'une manière précise parce que je ne sais pas le chiffre exact. Mais pour vous donner une idée, on a des représentations de gravures. Hein, vous avez passé. Voilà, la réunion du 5 mai, on a une idée de nombre de personnes. Alors, comment ils ont été élus? Ils ont été élus à plusieurs degrés. On a des élections à plusieurs degrés, où les assemblées qui ont pris les décisions sur les cahiers de doléances ont élu ce qu'on appelle un électeur. Donc, ils choisissent un électeur et c'est l'électeur qui, lui, va choisir un député. Donc, c'est à plusieurs degrés. Donc, ça a été organisé assez rapidement, en fait. Oui. Le tiers-état, c'était quelle classe, autant qu'on puisse dire? C'était uniquement des bourgeois? Alors, dans les députés, il n'y a pas du tout de petit peuple. Hein.
parce qu'avec ce système à 2 degrés d'élection, il n'y a pas de possibilité pour effectivement avoir des gens du petit peuple. Donc il n'y en a pas. Mais par contre, le petit peuple, il appartient bien au tiers-État. Pour ceux qui sont les plus pauvres, on parle même du 4e État. Ce qui fait qu'à l'intérieur du tiers-État, il y a une hétérogénéité sociale qui est extrême et qui explique le fait que le mouvement révolutionnaire va finalement assez vite mettre en évidence des contradictions au sein de ce tiers-État. Est-ce que vous pourriez revenir sur le passage des peuples au peuple? Et puis sur les termes révolution révolutionnaire, parce que c'est employé. Et puis le contexte des États généraux de Ceux d'avant. Voilà, parce que c'est quand même c'est rare. Si je parle très Alors, je vais vous dire des bêtises tout succinctement, donc je vous le dirai la semaine prochaine pour 1614. Pour le reste, de passage de peuple au pluriel à peuple au singulier, en fait, c'est noué d'une manière... pour parler de peuple au pluriel, en fait, c'est de considérer qu'il y a des populations qui sont sous le pouvoir d'un monarque. Ça pouvait être d'un seigneur, c'est le monarque, c'est le roi. Donc ces populations font qu'il y a le peuple d'Aquitaine, le peuple breton, le peuple, éventuellement les nouveaux territoires ajoutés par Louis XV, donc les Alsaciens, donc toute une série de peuples au pluriel, parce que chacun a ses us et coutumes, ses manières de mesurer le blé, on a comme ça quelque chose d'extrêmement disparate. Et en fait, c'est au moment où les avocats dont j'ai parlé, les porte-paroles comme ça autour de causes publiques, se mettent à parler du peuple en général, qu'il y a un basculement où le mot peuple ne va plus être employé au pluriel, mais va être employé au singulier. Ça va également être employé au singulier par les assemblées de notables, qui vont parler soit au nom du peuple, soit au nom de la nation. Et donc on va avoir une sorte de mise en équivalence de nation et peuple à ce moment-là, y compris dans les assemblées parlementaires, et qui vont se présenter comme étant la voix de la nation. Et à ce moment-là, on passe à l'idée d'un peuple qui existe, pas simplement dans cette partie, mais qui existe comme imaginaire social, en fait. Quand les avocats disent à partir de la petite bonne, on peut parler du peuple en général qui est opprimé, on est dans l'imaginaire social, mais autour de cet imaginaire social se met en place l'idée de peuple, d'un peuple divisé, qui serait ni la population, ni simplement le populaire, mais qui serait quelque chose qui permettrait d'avoir un acteur politique au nom duquel on parle. Et donc on se met à parler au nom du peuple, par la volonté du peuple. Parce qu'il y a une tendance aujourd'hui à se remettre à parler des peuples autrement. Par exemple, je pense que c'est David Berman dans les images d'imposition. Enfin, lui, justement, il ne veut plus dire du peuple, le peuple, il dit le peuple. Mais c'est pas de la même façon. Mais voilà. C'est une autre étape. Mais là, le point important, c'est qu'il y ait une prise de conscience d'une collectivité, d'une vraie collectivité politique. Et que finalement, ce qui est pré-révolutionnaire, c'est qu'il y ait cette capacité à fabriquer cette collectivité politique, à travers ce mot peuple ou à travers des situations que j'ai pu évoquer. On peut le relier à ce que vous avez parlé de propriété au début, parce que c'était un des enjeux, et puis vous avez terminé sur des histoires de collectif, je ne sais plus, de salut public, enfin de puissance de la puissance de la prise de la Bastille, c'est de pouvoir fabriquer un moment fondateur d'une souveraineté du peuple en acte. Et effectivement, dans l'historiographie, là je vous avais indiqué Michelet, qui présente la prise de la Bastille comme le jour du peuple tout entier. Alors évidemment, il n'y a pas de peuple tout entier à Paris. Donc c'est qu'autour de cet événement, en fait, il y a la capacité à imaginer que c'est bien le peuple au singulier qui a pris la Bastille. Et après, on a la description que j'avais amenée, très précise de qui a pris la Bastille. On a fait un travail d'historien, on fait un travail d'histoire sociale, et on a exactement le nombre de personnes
Je vais vous citer ça parce que c'est assez joli. Il y a 672 personnes répertoriées comme ceux qu'on appelle les vainqueurs de la Bastille. Donc c'est ceux qui ont pris la Bastille mais qui n'y sont pas morts. Il y a eu 100 morts et une centaine de blessés également. Donc finalement assez peu de morts. Mais il y avait peu de monde aussi dans la Bastille. Donc il y en a 123 qui sont du Faubourg Saint-Antoine et qui appartiennent aux corporations de l'ameublement. Parmi ces 123, 51 sont menuisiers, 45 ébénistes. Il y en a 113 qui appartiennent aux corporations de la construction, 74 de l'habillement, 69 du transport, 77 qui appartenaient aux gardes bourgeoises mises en place par Mirabeau, 28 qu'on appelle des gagne-deniers, donc ça veut dire des gens qui font des petits travaux dans la rue et qui récupèrent un peu d'argent pour survivre, 27 sculpteurs, parce qu'il y a des grands travaux dans Paris, donc ils sont nombreux, Paris, 14 marchands de vin, 11 ciseleurs, 9 bijoutiers, 9 cloutiers, des horlogers, des hommes de lettres, aucun rentier. C'est Mathieu qui dit ça. Donc c'est pas du tout abstrait, là, donc c'est pas du tout abstrait, on a la capacité de savoir qui a pris la Bastille. C'était des artisans. C'était les artisans, c'était le menu peuple de Paris. Et révolution révolutionnaire, alors, est-ce que c'est des termes de alors, c'est l'historien qui est pas. C'est pas, non, c'est pas l'historien. Mais c'est quelque chose qui est inscrit dans le vocabulaire, la notion de révolution, sur le mode astrologique. C'est-à-dire la révolution, c'est le retour à la case initiale. La case initiale est présentée comme un âge d'or. Donc, faire une révolution, dans un premier temps, c'est retrouver le temps de l'âge d'or ou d'avant les méfaits de l'histoire ou les méfaits d'un gouvernement. Et donc l'idée de révolution, elle est dans l'idée, par exemple, des nobles qui affirment l'absolutisme, c'est pas l'origine. L'origine, c'est une situation où le roi n'est qu'un parmi les nobles, et donc il faut que la noblesse retrouve plus de pouvoir comme c'était à l'origine. À ce moment-là, c'est présenté comme une révolution aussi. Mais c'est une révolution donc comme retour à l'origine. Les débuts de la révolution française, eh bien, on a un moment de bascule entre cette idée de révolution des astres, qui retourne à l'origine, et puis de ce qu'on va appeler après la révolution, c'est-à-dire le fait qu'on transforme complètement l'expérience politique et qu'on fabrique un horizon d'attente complètement nouveau, qui change un peu la manière dont on s'inscrit dans le temps, en fait. Il ne s'agit plus d'un temps circulaire où il s'agit de retrouver l'origine, mais il s'agit au contraire d'être projeté vers un futur qui sera meilleur. Et à ce moment-là, eh bien, le mot révolution hésite entre les deux. Il est employé maintenant. Il est employé, bien sûr, il est employé. C'est le moment où ça bascule pendant la période révolutionnaire. Ça va être théorisé de manière beaucoup plus forte dans les années 1797-98, mais c'est en train de se faire à ce moment-là. Et dans les courriers, les fameux courriers qu'a étudié Timothy Taquet, les acteurs ont conscience de vivre une révolution, quelque chose d'inouï. Et ils en ont la trouille, quand même. Ça les effraie eux-mêmes, quoi. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est que vous avez dit qu'ils avaient peur, et au lieu d'être rendus impuissants par la peur, animés par la peur, au contraire, il semble que ça les galvanise. Ce qui les galvanise, c'est pas la peur. La peur, comme pour tout le monde. Non, ce qui les galvanise, c'est le fait de découvrir qu'ils sont dans un collectif, qu'ils ne sont pas tout seuls. Et que ceux qu'ils pensent, quand ils prennent la parole en public, eh bien, il y en a d'autres qui le pensent aussi, qui peuvent être applaudis, alors qu'ils prennent le risque de dire quelque chose, et bon, ils ne sont pas tout seuls. Donc ça, c'est quelque chose qui produit, même d'après les textes, de la jubilation. Il y a un plaisir intense à découvrir qu'on est finalement sur la même longueur d'onde et qu'on va être capable de défendre les mêmes arguments. Donc ça, c'est ce qui se passe en situation collective. Quand ils rentrent chez eux tout seuls, ils ont à nouveau peur. Voilà. Et donc il y a une espèce de dialectique comme ça, de cabinet. On comprend bien, ils sortent, ils sont acclamés. Ils sont acclamés aussi par le petit peuple. Ça se passe à Versailles, ça se passe à Paris, c'est pas très loin géographiquement. En même temps, il y en a, ils viennent de très loin. Donc, et s'agissant justement de ce peuple qui n'est pas là sur place, nous dire au fond comment ça se passe, c'est-à-dire, je sais pas moi, au niveau des nouvelles, ils alors, écrivent, ça reste mais assez, déjà ça met combien de temps, je sais pas moi, pour que les nouvelles passent, et qu'est-ce qui se passe, et comment est-ce que, on va dire, pour vous donner une idée de la comment est-ce que ceux qui ne sont pas présents sont présents, on va prendre un repère. Ouais. Quand le roi fuit en 91, il part le 20 juin, il est de retour à Paris le 23, il est arrêté à Varennes le 21. Varennes, c'est
pas loin de la frontière autrichienne, enfin de la frontière de l'Est. Mais c'est, voilà, donc une journée, ça permet d'aller jusqu'à Varennes, de Paris à Varennes, en allant assez bon train quand même, hein, ils fuyaient. Donc les voitures de poste, elles peuvent aller un peu moins vite, mais ça allait assez vite malgré tout. Mais il y a un décalage. Et j'avais prévu de vous parler de ce décalage, parce que avant la prise de la Bastille, il y a des événements qui sont très tumultueux à Lyon. Et juste, je l'évoque rapidement, les gens qui reçoivent les nouvelles que les États généraux ont réussi à finalement être réunis, c'est-à-dire qu'avant de parler de l'Assemblée nationale, les mots qui vont circuler dans la presse et justement dans les courriers, c'est l'idée que les ordres ont été réunis, c'est-à-dire qu'on n'a plus une structure par ordre, mais qu'ils sont tous ensemble dans une même salle. Ça est fêté à Lyon je crois que c'est du 5 au 8 juillet. Voilà, il y a une fête à Lyon qui est décidée à partir du moment où on apprend que les États généraux sont réunis et que les trois ordres sont ensemble. Hein, donc c'est pas juste le 5 mai, c'est quand on a obtenu que les trois ordres sont ensemble. Et la fête qui est acceptée dans un premier temps par la municipalité, qui est une municipalité noble, hein, les postes d'échevins à Lyon, ce sont des nobles qui les occupent, hein, ce qui est classique, décide classiquement de faire donner un tédéum dans la cathédrale. Les gens du peuple, le tédéum dans la cathédrale, ils ne sont pas très enthousiastes, ni la bourgeoisie à talent. Mais par contre, il y a une alliance avec la très haute bourgeoisie lyonnaise, qui sont les grands soyeux et qui sont très riches. Et on va avoir une situation extrêmement terrible, parce que les gens du peuple considèrent que puisqu'on a obtenu qu'il y ait finalement la réunion des trois ordres, alors ça veut dire que la révolution est faite. Et donc ils font comme si tout ce qu'ils avaient réclamé dans les cahiers de doléances était obtenu. Et ils décident donc de faire entrer des marchandises dans la ville sans payer les octrois. Et il y a des petits mouvements révolution, enfin d'émeutes, je dirais plutôt, où ils rentrent dans les guérites des octrois, où il y avait les gardes des octrois, et les cahiers d'octroi, on indiquait 3 setiers de blé, ça coûte tant, donc on paye tant d'octroi. Ils jettent ces cahiers dans le Rhône, et ils font rentrer des barriques de vin pour faire vraiment la fête. Et autour de cette manière de faire la fête, hein, donc il y a des balles, on boit du vin, on est joyeux, etc. Mais on a quand même jeté dans le Rhône les livres de contes. Et autour de ça, la municipalité est en désaccord complet, et elle fait appeler les dragons. Donc, vous connaissez l'imaginaire des dragonnades, donc c'est les mêmes, c'est les dragons du roi, et les Suisses de Sonnenberg, qui sont des soldats soldés, c'est-à-dire des mercenaires du roi, pour réprimer ce qui est considéré comme une émeute, et comme quelque chose qui a dégénéré. Et de la même manière qu'autour du 11 juillet, mais c'est avant, eh bien, face à des gens qui sont en train de faire la fête, eh bien, on sort des fusils, et les gens en question se défendent avec des pierres. Et donc là, il y a un décalage dans l'information, parce qu'ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Et du côté de la bourgeoisie qui veut aussi faire la fête, celle qui est révolutionnaire à Lyon, ils n'ont pas une information suffisamment précise pour leur dire du calme, ne le faites pas, c'est dangereux. Ils n'ont pas conscience du danger. Donc ils sont un peu en avance sur l'événement. Mais par contre, ça permet de prendre conscience que ce n'est pas uniquement des rumeurs, le risque d'être réprimé par le royal allemand, quand on voit comment ces émeutes ont été violemment réprimées, et violemment réprimées avec les systèmes d'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont été pendus, d'autres qui ont été déclarés avec un écriteau pour dire à quel point ils sont indignes. Il y en a qui font beaucoup de prison. Et donc on a des modèles d'Ancien Régime très violents de répression de ces émeutes de juillet, qui étaient des émeutes en fait festives. Voilà. Pour dire qu'il y a des décalages temporels et que la révolution que je vous ai décrite, bien sûr, parce que ça se passe là, à ce moment-là, c'est la révolution parisienne, mais que cette révolution parisienne, elle est observée très fortement par l'ensemble du pays, mais qu'à un moment donné, eh bien, il y a des décalages dans la capacité à comprendre ce qui se passe, quoi, tout simplement. Si, je veux bien, peut-être c'est pour ça que je tousse d'ailleurs.
s'il y a quelqu'un qui a froid, vous me dites aussi, on peut faire pas plutôt chaud là. L'air de liberté qui manque. On réussit, ça va encore. Ouais. Poser une question par rapport au prix du blé, enfin le prix des matières premières. Est-ce que le prix était comme maintenant partout, enfin, c'était partout le même prix ou... Non, c'était pas partout le même prix, c'était fixé par les halles de chaque région, voilà, de chaque petite sous-région. Donc ces prix, par contre, ils ne sont pas exactement les mêmes, mais ils sont quand même analogues. Et là, les prix sont élevés et on est dans une situation de 17. Donc, il y a là et là-bas. Et là. Est-ce que vous avez une explication sur le dynamisme des députés bretons alors que pendant la Révolution, la Bretagne a été dirigeante de côté. Alors, le dynamisme des députés bretons, il est lié très précisément à l'expérience qu'ils ont autour des parlements à Rennes. Il y a une bataille politique très forte à Rennes, et il y a une expérience qui est faite des rapports entre les différents ordres et entre les différents groupes sociaux. Et donc quand ils arrivent, ils ont des idées très arrêtées, c'est un peu breton, ils sont têtus, c'est vrai, et ils ont fait expérience du mépris qu'avait montré la noblesse, et donc ils arrivent, ils n'ont pas d'illusions. Ils arrivent sans illusion, donc ils commencent d'emblée assez fort. Après, pendant toute la période révolutionnaire, ce qu'on connaît dans l'imaginaire transmis à travers le 19e, etc., c'est la Bretagne chouane. Mais la chouannerie, c'est une petite partie de la Bretagne. Il y a la Bretagne qu'on appelle les Bleus, et les Bleus, c'est ceux qui ont soutenu la Révolution de manière forte. Toutes les parties urbanisées de la Bretagne, les grandes villes, sont du côté révolutionnaire. Et on va retrouver à différents moments de la Révolution, au contraire, une Bretagne très en pointe sur la Révolution, à chaque fois qu'il y a des moments symboliques forts, et en particulier Brest. C'est pas pour rien que c'est le club breton qui devient le club des Jacobins. Et on a au contraire des Bretons qui sont très révolutionnaires. Et c'est un imaginaire faux de la Révolution d'unifier la Bretagne. Il n'y a pas une seule Bretagne, il y a vraiment, par contre, une opposition assez forte entre les campagnes et les villes. Oui. Tu as parlé à un moment donné, au moment où tu as parlé du cahier de doléances, tu as évoqué des assemblées communales, donc les assemblées communales, qu'est-ce qu'il y a? Et moi j'aimerais bien juste que tu expliques ce que c'était, quelle était leur fonction. Alors dans la plupart des structures villageoises françaises, il y a une partie du territoire, du terroir, qui est considérée comme bien communal, c'est-à-dire commun. Ça peut être un morceau de forêt, ça peut être un peu mieux que ça, des endroits où faire pâturer les animaux, ça peut être encore mieux des endroits où on peut produire du blé et en faire un grenier d'abondance locale. Donc il y a autour de la gestion de ces biens communaux, il y a une tradition d'assemblée communale qui décide quand est-ce qu'on va, si on a autre chose qu'un bois, et même pour les bois, comment on en fait usage, comment ça se passe avec la noblesse, quand est-ce qu'il y a le droit de chasse, quand est-ce qu'on a le droit d'y aller, pas y aller, la glander, parce que c'est quand même quelque chose de très important, c'est permettre d'élever un cochon. C'est donc une ressource très importante d'aller dans les bois pour faire manger les cochons. Donc tout est réglementé, mais par les villageois, dans un certain nombre de villages. Et d'autres questions aussi d'assistance, les questions d'assistance, les questions de répartition parfois de l'impôt, comment on va faire pour que tel foyer où la femme vient d'être veuve, le mari est mort, comment on va pouvoir aider. Donc il y a des réseaux de solidarité et des réseaux de décision qui existent à côté de l'assemblée paroissiale, c'est-à-dire liée à la structure religieuse. Donc il y a vraiment une sorte de tradition communale en France depuis le Moyen-Âge. Alors il y a des endroits où ça a été totalement grignoté et où ça n'existe pas, et c'est pour ça que je dis qu'on réactivait les choses. Mais il y a beaucoup d'endroits, et en particulier dans le nord de la France, dans le plaine de Picardie,
très à la pointe de la guerre des farines, il y a des vraies assemblées communales et Saint-Just, par exemple, va analyser ça avec précision pour montrer qu'il y a là quelque chose d'une souveraineté à l'œuvre et qu'il faut prendre modèle sur les manières dont on peut agir. Donc il y a des assemblées comme ça. Mais on fabrique des assemblées primaires là où ça n'existait plus. Par ailleurs, pendant cette période de la révolution dite juridique, qui est quand même une révolution... quand on dit révolution juridique, ça paraît très... enfin, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, pendant très longtemps, quand j'étais plus jeune, révolution juridique, j'avais l'impression que ça n'avait pas vraiment commencé, que ça commençait avec la prise de la Bastille. Or, la prise de la Bastille, elle est pour protéger cette révolution juridique. Hein. Elle n'aurait pas existé sans la révolution juridique. Donc, c'est vraiment le point de forçage et qui réussit à être forcé par les processus de subversion sans utiliser directement la force. Et j'y reviendrai à la fin, ce sera plutôt au mois de janvier, mais d'où vient la violence? Elle ne vient pas de ceux qui veulent la révolution au début de la révolution. Voilà. Pourquoi je disais ça? Non, si, je sais. Je voulais vous parler des districts. C'est-à-dire qu'autour de ces assemblées primaires, les gens ont pris l'habitude de se parler, de se réunir, etc. Et ils n'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'au moment où il y a la réunion des États généraux, bien dans Paris, il y a des assemblées de districts, où les citoyens se réunissent pour faire la même chose que dans les assemblées communales. Et donc pour organiser les secours publics, et au moment de la prise de la Bastille, c'est là où on discute sur qui va être armé, qui va commander, donc toute une série de choses qui ont à voir avec la gestion quotidienne de la société. Et c'est un endroit qui est très prisé, et les décisions qui sont prises sont affichées, et ensuite elles sont lues à haute voix, et les gens viennent s'attrouper autour des décisions des assemblées de district. C'est un lieu extrêmement important d'apprentissage de la citoyenneté à Paris. Voilà. Et ça existe aussi à Lyon, ça existe dans beaucoup de grandes villes, cette capacité à immédiatement s'emparer de la possibilité de discuter, d'élaborer des choses, de délibérer sur le quotidien. C'est-à-dire et éventuellement de discuter de ce qui se passe à l'Assemblée. Voilà. Donc de pouvoir justement être dans cette question de la diffusion de l'information. Ça passe beaucoup par les districts. S'il y en a un qui a lu quelque chose, il va raconter à l'ensemble du district. Donc un district, c'est un quartier en fait. Hein. Un quartier en 1789, c'est beaucoup moins peuplé qu'aujourd'hui. Donc c'est des petits quartiers avec, je sais pas, une assemblée de district, c'est 300 personnes. Ce qui est déjà beaucoup, hein, mais voilà. C'est quoi? C'est des structures électorales C'est pas électoral, c'est presque auto-institué. qui datent de l'Ancien Régime? Non, qui sont liés aux assemblées primaires pour élire les députés aux États généraux. C'est pour dire à quel point quand même les nobles sont inconscients quand ils réclament la réunion des États généraux, mais ils ne pouvaient pas le prévoir. Mais peut-être un peu, s'ils avaient été lettrés, ils auraient quand même senti qu'il se passait quelque chose. C'est leur arrogance. Voilà, c'est une affaire d'écart extrême qui s'est creusée entre les besoins du royaume, la pauvreté, la difficulté des plus pauvres, et le refus absolu de partager pour les plus riches. On va dire ça de manière un peu réunie. Je vais en faire un parallèle. Mais c'est vrai que c'est un peu la même chose pour la colonisation. À un moment donné, si moi j'ai entendu ça, qu'à un moment donné, après la révolution, la guerre, effectivement, il y avait peut-être moyen, à un moment donné, de trouver des conciliations, quelque chose, et que la force, la puissance de la force, n'a pas permis à ceux qui avaient le pouvoir de prendre cette conscience-là. C'est sûr que les gens qui avaient servi dans les armées résistantes du pouvoir espéraient obtenir une citoyenneté à part entière et que, loin de l'obtenir, ils obtiennent des bombardements assez rapidement, des répressions qui passent rapidement. Donc oui, c'est analogue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de capacité à entendre quand une situation est mûre, effectivement, il y a un affrontement qui advient. La révolution, c'est le propre même de l'étonnement aussi. C'est quelque chose qu'on n'attend pas. C'est aussi là-dessus, c'est vrai. Ah, une révolution, plaisantée. Non, mais
mais c'est vrai qu'on ne l'attend pas. C'est-à-dire qu'elle est pas sûre. C'est-à-dire que les États généraux auraient pu être réunis. Et puis, s'il n'y avait pas eu tout ce mouvement sur l'histoire du doublement du tiers et du vote par tête, bah, c'est pas sûr qu'ils s'en aient transformé. Ils auraient pu ne pas transformer grand-chose. Finalement, ce qu'ils avaient prévu les deux premiers ans du royaume, c'était pas complètement absurde non plus. Donc voilà. Il y a quelque chose. C'est quand même autre chose. Non, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas entendu dans une demande forte. Non, mais je veux dire, difficilement faire un parallèle. Non, mais pour les pouvoirs, moi je suis entièrement d'accord. Dans l'analyse, la situation, là je suis d'accord avec vous. Sur le caractère surprenant de la révolution, ça, je pense que tout le monde peut être d'accord. Alors, la révolution, c'est quand même un coup de tonnerre que personne n'attendait. mais ça se prépare quand même, on l'a bien. Ça se prépare, mais ça surprend tout le monde, y compris les acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, Il y a plusieurs rythmes. C'est ça, il y a quelque chose là-dessus, moi je trouve. C'est-à-dire que ce que tu décris sur tu dis bien, ça se passe il y a quelques mois, il y a le 1er mai, juillet, donc là, on est sur une séquence de 2 mois. Mais le fait qu'ils ressentent la morgue des aristocrates, en fait, ça, c'est pas quelque chose qui va de soi. Si on pense à l'Ancien Régime, parce que c'est assez normal qu'un aristocrate, c'est dans l'ordre même des choses, il y a les nobles qui sont en haut, puis il y a ceux qui sont en bas. Le fait de ressentir le regard d'un noble comme un regard méprisant, puisque là, il y a un changement de sensibilité, etc., qui se fait sur peut-être plusieurs générations. Je ne sais pas quand est-ce... ça se fait dans le XVIIIe siècle. Ça monte quand même, mais c'est une autre temporalité que la temporalité de ces 2 mois-là. Sur cette affaire de ne pas supporter le mépris, c'est aussi le fait que le fait d'avoir été élu est considéré par ceux qui y sont élus comme un honneur. Et ils pensent que ça les hausse au même niveau que les autres et qui seront reconnus par les autres comme tels. Et donc, c'est pas nécessairement un changement de sensibilité, c'est un changement d'imaginaire social. C'est qu'ils imaginent que dans le contexte électoral, et compte tenu de ce qui s'est passé avec le Parlement, etc., que le fait d'être élu aux États généraux leur donnera la possibilité d'être reconnus comme des personnes qu'on ne peut pas mépriser, d'honneur. Voilà. Et ils découvrent que voilà, ils se sont fait des illusions. Ça peut être sur un temps encore assez ramassé. Par contre, ils ont une assez haute opinion d'eux-mêmes parce que, eh bien, ils ont participé à toutes sortes d'assemblées lettrées. C'est pas le salon. C'est les lumières, ça, en fait. Voilà. Donc, ils n'ont pas un doute sur leur talent et sur leur qualité. Et donc, ils ont une espèce de confiance en dans eux. leur, voilà, je dirais la confiance de l'usage de la raison. Que peut donner l'usage de la raison. On fait l'usage de sa raison et ça vous donne une certaine confiance parce qu'il y a un plaisir à faire l'usage de sa raison et puis que c'est productif. On écrit des textes, on écrit des livres, on écrit l'encyclopédie, quand même, c'est pas rien. Et on parle en public. Ils arrivent en ayant une assez bonne opinion d'eux-mêmes et ils pensent que d'avoir été élus, ça les hausse, ça les a sacrés et donc on va reconnaître cette sacralité. Enfin, ils découvrent que non, pas du tout. Tous les autres, ils considèrent que rien du tout. Et là, ils sont surpris. C'est quand ça? Au moment de la réunion des États généraux du 5 mai au 20 juin, on va dire. Après, ils sont cons, ils ont compris. Il y a un autre élément très surprenant justement dans la surprise de 87, c'est que la noblesse est elle-même extrêmement cultivée. La noblesse des États généraux, c'est quand même Taquet ne le dit pas, il y a de la noblesse militaire, mais elle est beaucoup plus cultivée qu'elle ne l'était un siècle plus tôt. Elle est passée par les écoles du génie, etc. Et puis il y a une noblesse moderne qui est peut-être le cœur de la classe cultivée en France. Les La Rochefoucauld sont incroyablement cultivés, intéressés par les lumières, etc. Donc, justement, on dit, ils ont scié la branche sur laquelle ils sont assis, ça c'est tout à fait sûr, mais je ne pense pas qu'ils pouvaient imaginer qu'eux aussi étaient très sûrs d'eux-mêmes. Oui, je pense qu'ils étaient très sûrs d'eux-mêmes. Oui. Mais ils sont sûrs d'eux-mêmes, d'autant plus que quand même, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais une série d'emplois sont devenus extrêmement difficiles à obtenir au sein de l'armée même, de monter dans les
ceux qui, comme dira Céliès, ont la folle idée de croire qu'ils ont du sang différent, donc qu'ils sont de sang bleu. Et bien, cette folle idée, elle les a pénétrés. Donc, quand ils rencontrent des gens qui ne sont pas de sang bleu, ils sont très en dessous, quoi, même s'ils lisent les mêmes livres. Voilà. Et donc, il y a cet imaginaire qui est très incarné par Boulainvilliers, mais qui a diffusé au-delà du cercle autour de Boulainvilliers. C'est quand même l'imaginaire de qu'est-ce que c'est qu'être un homme, c'est d'être d'une race différente. Et donc, si on est d'une race différente, on n'appartient pas à la même humanité. Voilà, et c'est ça la morgue aristocratique. Et ça peut être en même temps que le partage des mêmes savoirs, des mêmes cultures. Le paradoxe est là. Je pense que c'est ça qui joue. Et dans le fameux texte de Céliès, qu'est-ce que le tiers-état, finalement, il va beaucoup travailler cette question. C'est-à-dire qu'il dit qu'est-ce que le tiers-état, tout, qu'a-t-il été jusqu'à maintenant rien, que demande-t-il à devenir quelque chose. Mais à l'intérieur du texte, il développe le fait qu'il faudra renvoyer dans leur forêt de Franconie ces gens qui ont la folle prétention d'appartenir à une autre race. Et que du coup, le peuple pourra lui-même abandonner l'imaginaire d'être la race des Gaulois, ou je ne sais pas trop quoi. Et c'est bien les Gaulois, à ce moment-là, il s'agit d'abandonner. C'est la Troisième République qui va remettre en scène Vercingétorix, etc. Et pour la Révolution française, il y a un phénomène de déracialisation. Et la constitution de la nation, c'est aussi une manière de refouler cette lutte des races, de considérer que les gens appartiennent à une race différente parce qu'ils sont dans des ordres différents. En tout cas, entre la noblesse et les autres. Dans le haut clergé, c'est des gens issus de la noblesse. C'est les seconds souvent qui sont dans le clergé. Et les Robespierre, donc, ils ont déjà une parole forte à ce moment-là. Ils sont déjà. Non, ils sont pas. Ils observent. Non, ils sont pas simplement. Ils observent pas simplement, mais la réputation de Robespierre, c'est d'avoir une voix assez désagréable, un peu aigre. Et quand il parle, il ennuie tout le monde. Donc il fait des très beaux discours, très longs, avec une très belle rhétorique. Et quand on les lit, on trouve ça formidable, mais personne n'écoutait Robespierre en mai 89. On écoutait Mirabeau, on écoutait des ténors de ce type-là. Dans les moyens, on va dire, des gens comme Le Chapelier, qui appartient au Club Breton, qui est breton. On va retrouver du côté des libéraux un peu plus tard. Mais quelqu'un comme Robespierre, non, pas vraiment. Voilà. Mais par contre, il commence à participer aux assemblées du club, et j'y reviendrai la semaine prochaine, et autour de ce qui se passe dans le club, oui, il va assez vite jouer un rôle important. Mais à l'assemblée, c'est difficile parce que les gens, il faut s'imaginer, ils sont très nombreux, et puis ils papotent. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas de culture politique forte. Donc au début, quand ils sont assemblés, on discute, savoir si on va vérifier les pouvoirs en commun ou non, etc. Ou quand il y a quelqu'un qui prend la parole, tout le monde n'écoute pas d'une manière silencieuse et sacrée. C'est difficile à mettre en place. Donc c'est des gens qui ont des voix qui portent, qui sont entendus à ce moment-là. Et puis, autour de cette question de la voix qui porte, on imagine des dispositifs. Aujourd'hui, on a des micros, de temps en temps. Mais à l'époque, on imagine même des systèmes de porte-voix dans les assemblées où on fait monter la personne qui va parler sur un dispositif élevé pour qu'il puisse faire descendre la parole de haut et puis avoir quelque chose qui... Bon, il y a vraiment tout un imaginaire où il faut avoir de la voix pour pouvoir être un homme parlementaire, appartenir à un parlement. C'est pas des petites discussions chuchotées. Ça peut exister dans les cabinets, dans les commissions, mais au tout début de la Révolution, les gens qu'on remarque, les gens font du coffre, quoi. Qui préside les séances de la parole à qui... Alors ça se met en place en fait du côté de l'Assemblée du tiers assez vite, avec des règles du jeu, avec des présidences, etc. Donc il y a une espèce de ritualité qui en fait est issue du modèle parlementaire de la justice, des parlements dont je vous ai parlé, et du modèle anglais. Donc il y a l'imaginaire de tout ça qui fait que finalement la ritualisation se met en place assez vite, assez fort. Quand les 3 ans sont réunis, c'est pareil. Une fois qu'ils sont réunis, tout le monde est obligé de jouer sa partition. Donc oui. Après, c'est un rituel très précis, avec des règles très précises qui
font que quand il y a trop de bruit, le président se couvre la tête, alors tout le monde est censé baisser d'un cran, et puis si ça s'agite, on a des sonnettes, et puis on peut lever les séances, enfin bon, il y a toutes sortes de choses pour pouvoir mettre en place ce dispositif d'assemblée. Ce que je trouve intéressant, c'est justement de repérer à quel point ce moment révolutionnaire ne peut avoir lieu que parce que des individus qui, isolés, n'auraient pas pu avoir du courage, trouvent le courage, parce qu'ils sont réunis en assemblée, de réclamer ce en quoi ils croient. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et ça permet de réfléchir à quels sont aujourd'hui les dispositifs pour permettre aux gens de s'assembler. Il y a un livre que j'aurais pu mettre, mais j'en écrirai la prochaine fois, qui s'appelle « Qui veut prendre la parole ?», mais en fait qui est sur toute une série de dispositifs d'assemblée dans différents lieux pour montrer que quand les gens ont la possibilité de s'assembler, alors se met en place quelque chose qui a à voir avec de la démocratie. Voilà. Mais bon, c'est un peu rapide, hein, mais c'est quand même l'objet du livre avec différents lieux, différents types d'assemblées communales ou révolutionnaires ou autres. Et je trouve que c'est assez intéressant ça à repérer, parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, c'est très difficile d'obtenir des locaux pour s'assembler si on n'est pas déjà dans une structure partidaire. Les partis ont constitué sur l'histoire du mouvement ouvrier une espèce de trésor de salles où ils peuvent se réunir. Ils sont en train de le brader. Hein. Il paraît qu'on va même vendre la salle du M, et c'est une salle qui avait été achetée par les communards. Hein, donc c'est un bien commun lié à l'histoire du mouvement ouvrier qui risque d'être bradé. Aujourd'hui, c'est géré par un parti politique. Il y a comme ça toute une histoire de où est-ce qu'on peut s'assembler, comment on se donne les moyens de s'assembler, mais on a très peu de lieux pour le faire aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que les districts, les assemblées communales, ces choses-là, les lieux qui existent, par exemple, si vous avez un conseil municipal, vous pouvez être spectateur du conseil municipal, mais voilà, c'est déjà pas mal d'être spectateur, vous allez me dire, mais vous ne pouvez pas intervenir. Hein, interviennent. Bon. Après, il y a les lieux possibles aujourd'hui qui sont les fameuses, l'assemblée, comment on appelle ça, de quartier, le conseil de quartier. Le conseil de quartier. Bon. Le conseil de quartier, c'est du tirage au sort, et c'est pareil, il y a des règles très précises, mais d'assemblées plus informelles et plus délibérantes, comme on peut en avoir les traces dans cette période du XVIIIe siècle, aujourd'hui, c'est très difficile à trouver, c'est très difficile à organiser. Il y a quand même des maires qui font des contrôles de mandat. Voilà. Oui, mais c'est quand même à l'initiative des élus. Et sous contrôle. C'est-à-dire que, et sous contrôle aussi. Bon, mais en même temps, ce sont les lieux, les gens sont rassemblés. Donc, c'est quand même des lieux importants parce que c'est des lieux où de l'inventivité politique peut advenir. Par subversion, parce que la règle du jeu, elle est encadrée. Et après, c'est vrai qu'il y a la possibilité d'en faire autre chose, mais ça supposerait, pour que ça soit fort, qu'il y ait quelque chose qui soit diffus dans le pays. Or, aujourd'hui, ce qui manque, ce n'est pas simplement les lieux, c'est qu'on n'a pas non plus ce bruissement diffus d'une demande politique qui serait la même partout. Et que donc il y a deux manques. Il y a le manque concret de quelle pratique, et puis il y a le manque d'un projet. Là, le projet il est noué à l'évidence d'injustice criante et d'une situation quand même de banqueroute de l'État. Oui. Quoi qu'il en soit, les salles sont prêtées par le pouvoir. Soit le pouvoir judiciaire. Non, ici, c'est pas une salle municipale, c'est une salle. Oui, voilà. Mais on dit ça parce que, par exemple, par rapport au mouvement des intermittents et des clercs, la salle, le bâtiment qui a été donné quai de Charente, a été donné par la mairie du 20e et par la mairie de Paris. Donc chaque fois qu'il y avait une action de 3 ou 4 contre la mairie ou contre les pouvoirs étatiques, c'était toujours très compliqué. Pareil pour la descente de la Festival de Cannes. J'ai géré cette histoire-là, le Festival de Cannes, la descente des intermittents. Tout d'un coup, la coordination des intermittents demandait à la CGT, qui était soi-disant ses ennemis de classe, si vous voulez, de l'argent et des développements pour pouvoir descendre et faire une politique de la gauche avec des gens qui le seraient moins. Il y a toujours, et aussi demander à la municipalité de Cannes, de la droite, de trouver des locaux pour pouvoir héberger tout le monde. Donc
qu'il y ait des gens riches qui décident d'être des mécènes, ce genre de choses. Ça peut arriver aussi. C'est assez rare. Ça arrive encore. En l'occurrence, dans la période des États généraux, là, il y a une logique de dépense. Parce que ça coûte cher de toute manière d'aller à Paris quand on est du Limousin, ou de la Corrèze, ou du sud de la France, etc. Et donc, il y a quelque chose qui a à voir avec la possibilité de dépenser pour être un élu. Où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent dans la ville de Versailles et dans les ils se sont loués des choses, ils se sont loués des chambres. Ça leur coûte cher. Et de ce point de vue-là, ils ont le sentiment aussi que ça aurait dû être reconnu. Et qu'ils font l'effort pour le bien public de la nation, le bien public, de dépenser sur leur denier pour être là. Donc le fait qu'on ait des crises, c'est d'autant plus mal vécu qu'ils sont dans la dépense du pouvoir dans le cadre de la politique. Oui, c'est leur fonds propre. Oui, c'est leur denier propre. Là, pour le coup, c'est la... Je crois qu'il va repartir, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. Il y a une chose, mais c'est peut-être un lien avec le contemporain justement. Un moment tu as dit, c'était quand tu présentais la situation pré-révolutionnaire, les mesures économiques qui ne marchaient pas, il y en a qui produisaient une critique libérale du libéralisme. Alors, ça c'est quelque chose qui résonne évidemment avec le contemporain. On peut produire dans le contemporain, par exemple, une critique du libéralisme économique à partir du libéralisme politique. On peut convoquer la grande tradition du libéralisme politique pour produire une critique du libéralisme ou du néolibéralisme économique contemporain. Alors dans le contexte, là, alors c'est vrai que peut-être que ça réfère beaucoup aux Anglais qui ont énormément travaillé là-dessus, qui ont articulé libéralisme économique et libéralisme politique de manière, un siècle avant quand même. Voilà, la Révolution anglaise c'est 1788, et ça fait bien longtemps qu'en Angleterre, quand la question des prérogatives royales, de l'autorisation pour lever des impôts, etc., c'est entré dans les institutions, c'est entré dans les mœurs. Donc est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce que tu mettais sous cette formule dans cette période-là et dans le contexte français? Alors, dans le contexte français, c'est la critique qui peut être faite par Mably ou par des gens qui sont comme ça dans le contexte de la guerre des Barines. Il y a le fait que le libéralisme introduit, en fait, le libéralisme économique introduit une situation où la seule chose qui compte, c'est de produire de la richesse. Et que les protections qui existaient auparavant pour les individus dans un contexte paternaliste précédent faisaient qu'ils étaient protégés par exemple de la famine, parce que les pères, ça pouvait être les seigneurs, ça pouvait être les grands propriétaires terriens sans que ce soit des seigneuries, qui pouvaient aider en cas de difficulté. Donc il y avait un système paternaliste. Avec le libéralisme économique, la question du paternalisme n'existe plus. C'est-à-dire qu'elle se dissout immédiatement avec une logique libérale. Et de ce point de vue-là, il y a une perte par rapport au paternalisme. Et en même temps, on réclame le retour au paternalisme, mais on invente autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être simplement dans le retour au paternalisme. Et on invente donc par exemple l'idée que le prix ne doit pas être simplement lié à la circulation et à une espèce d'évaluation naturelle, mais que le prix doit être lié à la nécessité vitale des gens qui habitent un territoire. Et donc le juste prix doit être pensé dans une logique politique, que c'est un enjeu politique, que ce n'est pas un enjeu économique. Et donc il y a toute une série de débats sur comment on va fabriquer des prix justes. Et on déclare que pour fabriquer des prix justes, eh bien, il va falloir non pas laisser les choses se faire naturellement,
mais pouvoir mettre en accord, et donc trouver des accords, des agencements, des négociations, pour que si les prix des denrées augmentent, alors il faut que les salaires augmentent en même temps. Et donc il va falloir fabriquer non pas du paternalisme, mais une sorte de régulation économique qui passe par du politique. Alors donc elle est libérale, la critique, elle est libérale relativement à des libertés nouvelles qui ont à voir avec la subsistance par exemple. Oui, par exemple, et elle est libérale aussi dans le fait que il ne s'agit pas de s'approprier les biens d'autrui. Et par exemple, sur la question des taxations sur les marchés, à aucun moment les blés sont emportés gratuitement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de voler le blé parce qu'il est trop cher. Il s'agit de rétablir le juste prix. Et c'est ça l'enjeu majeur. C'est-à-dire que c'est ce que Thomson, qui est un historien britannique justement, appelle l'économie morale de la fraude. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut moraliser les prix. Et moraliser les prix, c'est pas faire en sorte que le blé ne coûte rien. Parce qu'on sait que le blé, il coûte du travail, il coûte en fonction de toutes sortes de choses que les gens connaissent très bien, puisque c'est ce qu'ils font au quotidien, de produire ces blés, justement. Et donc, ce qui les révolte, c'est que, alors qu'ils produisent des blés pour tout le monde, ils soient, eux, incapables de nourrir leur propre famille. Et donc, c'est tous ces discours-là qui sont remaniés par toutes sortes de porte-paroles politiques qui inventent une certaine conception de la politique, qui critique le libéralisme, mais qui ne prétend pas à l'appropriation des biens. Et c'est dans cette logique-là que je parlais aussi de critique libérale du libéralisme. C'est ce qu'on retrouve dans la déclaration des droits constitutionnels, mais quand même un article qu'on respecte les libertés. Oui, oui, tout à fait. On y viendra la semaine prochaine. Mais ça veut pas dire on paye à la mesure de ses moyens. C'est-à-dire on trouve des régulateurs pour évaluer la valeur des choses, mais ça veut pas dire on paye à la mesure de ses moyens. Si, ça peut vouloir dire ça en partie, parce que quand on dit qu'il y a un droit supérieur au droit du marché ou à la régulation du marché naturel, c'est le droit à l'existence. Et donc, tout un chacun doit pouvoir, dans la dignité, obtenir les moyens de sa subsistance. Et donc, la dignité, à ce moment-là, est pensée comme on a acheté sa subsistance, on ne l'a pas reçue simplement par charité, et on ne l'a pas volée. Voilà. C'est ça le maintien de la dignité des pauvres. Et donc, pour cette raison-là, alors il faut que le blé puisse être accessible à tous. Alors après, les manières de pouvoir réguler pour les plus pauvres et qu'en même temps le blé ne soit pas trop peu cher par rapport à ce que ça coûte à produire, à bien circuler, etc. Et bien pour le coup, ça suppose la mise en place d'une politique. Et c'est ça l'enjeu de la guerre des farines. Et comme là, il y a beaucoup de choses qui ont été vives, c'est-à-dire les débats ont été vifs en fait, on a tendance à l'écouter depuis, c'est les raisons pour lesquelles Turgot quand même se fait envoyer. C'est-à-dire que là, on est face à une situation qui est quand même un peu dangereuse, et la position du pouvoir royal, c'est de remettre de la négociation pour que ça n'explose pas trop rapidement. Donc il remet des greniers d'abondance. Le principe de la monarchie absolue, c'est pour avoir pouvoir sur le peuple, il faut leur assurer quand même la paix et la justice et quand même la sûreté des subsistances. Donc le roi fabrique ce qu'on appelle des greniers d'abondance et en cas de disette, il peut distribuer. Donc il remet en place ce système qui soustrait une partie du blé au marché. C'est sur quelle période on donne Necker, Turgot, c'est 1775. Necker Calonne, c'est 87. Entre les deux, il y a Necker. Il y a aussi le Ménidriel, etc. Bon, je crois que c'est l'heure. Merci beaucoup. Voilà.